Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue à mon premier transpercé en balado-réalité. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, je te parle du tout nouveau programme de fidélité NAC+. Si tu achètes régulièrement des gaufres, des gels, du drink mix puis des bars sur le NAC.com, ben t'as tout à gagner à t'inscrire. C'est gratuit, ça prend 2 minutes, puis après ça, ben chaque achat te rapporte des points que tu peux échanger contre des rabais. Tu gagnes aussi des points en suivant NAC sur les médias sociaux puis en laissant des avis, et tu as 5% qui s'ajoutent à n'importe quelle promo que tu appliques à ta commande. En plus, tu vas avoir accès à tout en premier, les nouveaux produits, les ventes privées et surtout, les scoops. Bref, si tu achètes déjà du NAC, ben t'as aucune raison de passer à côté de ça. Rends-toi sur le NAC.com, clique sur programme membre puis active ton tout nouveau compte NAC+. Fais passer ton expérience NAC au prochain niveau. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois qui commence à Québec, dans mon sous-sol, assis par terre avec du gear qui m'entoure parce que on est mercredi le 11 juin et je suis en train de finaliser mes bagages pour le petit, pour moi et surtout pour mon gear de course parce que vous l'avez vu dans le nom de l'épisode, hein, c'est un balado réalité sur ma première course par étape à vie. C'est la première fois que je fais une course par étape et je fais ça du côté de Percé à l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui est passé maître dans l'art de faire des courses par étapes. Ils ont le TP 50 et le TP 100, donc des épreuves de 50 et 100 km qui sont là depuis plusieurs années. Et cette année, nouveauté, il y a un TP 25 et un TP 75. Donc c'est des épreuves en 3 étapes. Puis c'est vraiment exceptionnel ce que Jeff Tapp fait. Et cette année, c'est le 10e anniversaire du Gaspésia. J'ai eu la chance d'aller 2 fois au Gaspésia 100. J'étais allé en 2019. J'étais pacer pour un ami sur le 100 000 et j'ai fait aussi le 12 km de l'île Bonaventure qui, cette année-là, pour des mauvaises conditions météorologiques, s'était ramassé par être un genre de 8 km sur la plage. Donc, on n'avait pas traversé sur l'île Bonaventure. Ça veut dire que cette année, quand je ferai ma première étape de mon TP 100 sur l'île Bonaventure, si Dame Nature le veut bien, ben ça sera la première fois que je serai sur l'île Bonaventure, point, et pour courir en plus. J'étais retourné à l'Ultra Trail Gaspésia 100 en 2021. J'avais participé aux 110 km. Ça avait été probablement l'une de mes courses les plus difficiles. Je l'avais terminée. Très fier de ça parce que c'était des conditions assez horribles. 2021, 22 et si je me trompe pas, 23, c'était des années assez intenses côté bout. 2021, c'était quelque chose. On avait été peu de finishers, même sur le 110 km. Puis la grande majorité du pack s'était perdu dans les premiers kilomètres de course. On avait tous suivi la même personne qui s'était mis à suivre les balises pour les courses du dimanche. Donc bref, on avait fait pas mal plus que 110 km, mais ça partait dur. C'est dur pour le moral quand après 4 km de course, en fait, t'es rendu à 8 puis t'es encore au 4e kilomètre parce que tu viens de revenir sur tes pas puis on avait descendu puis monté. Bref, ça avait été vraiment, vraiment dur et vraiment, vraiment le fun. J'avais eu la chance de vivre ce voyage-là avec ma blonde qui, si je me trompe pas, c'était dans ses premières expériences de trail. On était ensemble depuis juste un peu avant la pandémie, mais je crois que c'était la première fois qu'elle voyageait avec moi pour aller faire une course. On était avec son père. Ça avait vraiment été un beau voyage familial, un beau voyage ensemble avec ma blonde et un beau voyage de trail parce que le Gaspésia 100, c'est le Gaspésia 100. Faut l'avoir vécu pour comprendre. Mais l'avantage de cet épisode balado-réalité-là, c'est que je vais vous amener à l'intérieur de la course. Je pars avec mes petits micros, ceux que j'ai utilisés au collage
Colorado l'an dernier, ceux que j'ai utilisés pour un épisode récent dans le cadre du Trail Coureur des Bois. Donc, vous comprendrez la qualité du son. Je pense que c'est des bons petits micros. C'est ce qui se fait de mieux dans le marché, je crois, pour les tout petits micros portatifs, mais c'est sûr que c'est pas la qualité de son de mon kit entre guillemets studio que j'utilise pour mes épisodes réguliers. Donc, c'est le prix à payer pour venir avec moi dans mes événements trail quand je vous amène en balado-réalité. C'est quelque chose que je fais depuis les tout débuts de Pas sorti du bois. Ça avait commencé le balado-réalité avec David Bombardier. On avait fait une backyard en pandémie à distance pendant 24 heures dans le cadre des 24 heures tremblants à distance. Puis ensuite, ça a été mon premier 100 000 au Bromont Ultra. Je l'ai fait en balado-réalité. J'ai aussi fait un défi avec Richard Turgeon, avec Kim Godette et avec mon ami Yvan Lheureux dans le cadre du défi Everest. On a fait un balado-réalité hivernal de D+, urbain et en sentier dans la région de Québec. J'ai fait un balado-réalité aussi dans le cadre de ma CCC. C'est Anne Bouchard qui était venue comme animatrice de cet épisode spécial avec des extraits à l'intérieur. Donc c'est le cas que j'ai fait plusieurs fois, puis je le sors pas souvent. Je veux que ça reste spécial, puis j'ai beaucoup de fun à le faire, à vous amener à l'intérieur de mes courses, puis j'aime surtout ça partir, pas de scénario. Donc là, on commence ça mercredi le 11 juin. Je sais pas ce que je vais enregistrer entre maintenant et mon retour à Québec lundi prochain, mais ça sera à l'intérieur du Gaspésia. Je vais vous pitcher tous les extraits, un après l'autre, dans la chronologie de mon week-end. Je sais pas à quelle fréquence je vais sortir les micros, quand ce sera pertinent, idéalement avec des petites entrevues ici et là pour ponctuer ma course, parce que le but c'est pas juste de centrer ça sur mon épreuve à moi, mais c'est plus de vous amener dans ma première course par étape, puis vous amener à l'intérieur du Gaspésia 100 qui fêtera ses 10 ans, c'est sa 10e édition en fait, et fait très intéressant. Je pense pas que dans l'histoire connue du trail, il y a déjà eu un événement trail avec 2 épreuves de 100 000. Puis c'est le cas cette année parce que ceux et celles qui ont déjà complété le 100 000, le redoutable 100 000 du Gaspésia, on a fait un panel récemment avec Thomas Duhamel, Hélène Dumais, René Morissette et mon ami Anne Bouchard. On avait fait un panel pour essayer de démystifier ce 100 000-là. Et toutes celles et ceux qui l'ont terminé dans l'histoire dans les 10 dernières années, ben cette année, ils pouvaient revenir, mais sur un 100 000 différent. Donc, on le sait, le 100 000 classique du Gaspésia, c'est le parcours de 57 km en C qu'on fait aller-retour-aller. Mais là, dans le cas du 100 000 pour la 10e édition et pour les précédents finishers du 100 000, ceux qui ont déjà une boucle de ceinture du Gaspésia, ben, c'est le parcours du 80-85 km qu'on fait à 2 reprises. Donc, c'est un aller-retour. Mais bref, il y a 2 épreuves de 100 000 sur le même événement. C'est assez unique et je tenais à le mentionner. C'est la signature de Jeff Tapp, hein, faire les choses à sa façon, faire les choses différemment, faire les choses typiquement gaspésien. Puis je suppose que de faire 200 000 dans la même épreuve, ben c'est un peu tout ça. Hein, c'est un mix entre la folie gaspésienne, la folie de Jeff et la beauté de ces parcours-là qui lui inspire des parcours et des épreuves qui n'ont pas de sens. On ressort tout juste de la réunion d'avant-course qui avait lieu en Facebook Live, donc Jeff Tapp ainsi que Alex et Seb du côté de la sécurité, du côté des parcours, qui étaient là pour répondre aux questions. C'était bien intéressant. On a appris quelques petites affaires. J'avais vu, moi, les tables de marée, parce qu'on le sait, hein, Jeff Tapp le dit fièrement, le Gaspésia 100, c'est le seul événement trail au Québec où on a besoin de regarder les tables des marées pour se préparer à sa course. Donc, pas juste Météo Média, pas juste les GPX des parcours ou peu importe. Faut regarder les tables des marées parce que toutes les épreuves qui partent sur la plage des pêcheurs, donc tôt samedi matin, notamment le TP 100, le 100 000, le 57, bref, toutes ces épreuves-là partent avec de l'eau. Il y a des années où c'est plutôt sec, où les coureurs ont de l'eau aux chevilles. Il y a des années qu'on a vu ça avec des vestes de sauvetage. Et là, cette année, j'ai regardé ça, j'étais comme, OK, on va partir mouillé. C'est, Jeff l'a dit tantôt, c'est les plus hautes marées de l'histoire du Gaspésia. Mais pour cette raison-là, on va partir ailleurs. Donc, ça va faire la même distance au total, mais on va partir de l'autre côté. Vous entendez en arrière-plan ma laveuse qui chante le fait que une bâche de lavage est terminée. Parce que non seulement on est dans les bagages pour la course, déjà faire un TP100, je trouve que c'est pas mal de préparation à mon goût, mais on part en famille, donc je serai à Percé avec ma blonde et mon petit gars, Elliot, qui va faire sa première course de trail, et ma mère aussi. Donc c'est exactement le même cast, la même gang qui m'avait suivi au Colorado l'an dernier pour la Hard Rock. Donc ma mère est à la retraite et on saute sur toutes les occasions de l'amener avec nous dans nos aventures, puis c'est toujours bien le fun. Ma mère suit le trail par le biais de Pas sorti du bois, par le biais de mes folies personnelles, toujours là depuis les tout débuts. Puis ça va être le fun avec elle, avec Elliot et avec ma blonde pour cette fin de semaine-là.
Elliot, on m'a confirmé qu'il était le plus jeune participant de l'édition 2025 du Gaspésia. On l'a inscrit au défi des Moussaillons, le 1 km. Elliot, faut le dire, très passionné de la course, puis je pourrais dire c'est cool, hein, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Ben c'est surtout parce qu'on y en parle, puis parce qu'il imite ce qu'il voit. Fait que il me voit partir courir, il aime venir courir avec moi dans sa poussette de course, il aime donc ça le matin aller à la garderie en poussette de course. Il me le demande souvent et il aime ça courir. J'ai raconté à des amis l'autre fois le fait quand même cocasse que je suis allé courir avec mon ami René Morissette dans les sentiers Lac-Beauport, Charlesbourg récemment, puis c'était bien mouillé, c'était dans la grosse pluie, c'était vaseux, fait que je cours, puis j'ai une vidéo d'1 minute où je le suis courir. Bref, une vidéo d'1 minute, je reviens de ça, je reviens de ma course, puis je montre ça à Elliot parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que j'avais fait comme course. Puis je lui montre la vidéo, puis pendant une semaine, en déjeunant le matin, il voulait regarder l'ami papa qui court. Fait que l'ami papa qui court. Fait qu'il regardait une vidéo d'1 minute de René qui court en boucle. Je pense qu'il a compris quelque chose. On le sait, René, hein, c'est le roi de Beauport. René, c'est surtout un vétéran de notre sport, quelqu'un qui se lance notamment sur le 100 000 spécial finisher de cette année au Gaspésia. Un gars qui a complété le 100 000 des Chic Choc du Gaspésia, du QMT. Un gars qui a fait des longues traversées en fast packing avec Mathieu Fortin, une autre légende de notre sport. Et bref, il a appris du meilleur, hein. Il peut bien apprendre de son père, mais s'il regarde des vidéos de René, il va vraiment encore plus comprendre la game du trail. Puis on jasait avec, puis on lui disait qu'on s'en allait au Rocher Percé, puis j'expliquais c'était quoi un dossard, j'expliquais c'était quoi une médaille, j'expliquais qu'on courait plusieurs personnes ensemble, puis que c'était le fun, puis on a vite compris qu'il voulait l'essayer, puis j'ai vu qu'il y avait une épreuve de 1 km dans le défi des Moussaillons, on va l'essayer, je pense qu'on a le droit au parent accompagnateur, je pense qu'il y aura pas de pénalité ou de disqualification si on le porte dans nos bras quelques instants, on s'entend, il y a 2 ans et des poussières, fait que ça va être très drôle, je pense que ça va être un beau moment, puis moi ça me fait une bonne motivation pour finir ma dernière épreuve plus rapidement, parce que, bon, je vais vous faire le portrait. Le TP100, c'est 3 épreuves. Donc, vendredi, fin de journée, fin d'après-midi, c'est un 12 km sur l'île Bonaventure. Une île mythique au Québec pour sa population de fous de bassin. C'est un écoparc protégé par l'UNESCO, si je me trompe pas, ou c'est peut-être la CEPAC qui protège ça. Bref, c'est une section qui est bien protégée parce que c'est un petit paradis. Puis on a la chance, une fois par année, on a la chance de pouvoir aller y courir. Ça peut pas vraiment se faire le reste de l'année, mais dans le cas du Gaspésia, on va sur l'île Bonaventure. Il y a un 7 kg et un 12 kg. Donc pour le TP100, on fait un 12. Le samedi, on fait l'épreuve de 57 km. Donc il y a des coureurs qui sont là pour faire le 57 km. Il y a des coureurs que c'est leur 2e étape de leur TP100. Donc, on fait ça le samedi, départ à 5 heures du matin. Et dimanche, départ aussi à 5 heures du matin pour l'épreuve de 35 km. Fait que c'est pas pire en maths, 35 plus 57 plus 12. C'est typique trail, c'est typique Gaspésia. Hein. Il y a une distance sur le papier, puis le TP100, mais c'est un peu plus que 100, puis on aime ça. C'est des kilomètres gratuits pour lesquels on paye pas. Donc, gros deal au Gaspésia pour ce genre d'affaires-là, où le 55 est un 57 et où le 100 000 est une petite affaire plus, je crois, si mes calculs sont bons. Tout ça pour dire que c'est ça, cet enchaînement-là. Et le dimanche, on part à 5 heures du matin, puis je regardais les temps estimés, juste pour me faire une idée si je suis capable de rentrer ça en dedans de 5 ou 6 heures, ce qui me permettrait d'être au départ, bien sûr, du défi des Moussaillons de mon gars, et j'y serai. Ce sera la motivation. Si c'est un peu plus dur, j'aurai la motivation de me botter les fesses puis de courir plus vite, malgré l'état de mes jambes, parce qu'il y a aucune chance que je manque le défi des Moussaillons de mon gars. Le Gaspésia, dans mon calendrier de l'année, dans ma planification, si planification il y a, dans le sens où je fais des courses parce que j'aime ça puis je m'amuse, mais je me mets quand même des objectifs qui me challenge, qui sont ambitieux pour moi. Puis cette année, ma course A, c'est vraiment le Vermont 100 km qui est à la mi-juillet. Puis tant qu'à faire un week-end choc tout seul dans mon coin, je me suis dit... Je veux retourner au Gaspésia, c'est sûr. L'an passé, je devais y retourner, occasion manquée, changement d'horaire. Bref, cette année, j'allais pas manquer le 10e et j'allais pas manquer l'occasion de faire le TP100. C'est sûr qu'un jour, je vais essayer ce 100 000-là. C'est une distance que j'ai déjà parcourue. C'est une distance que j'aime, mais c'est un défi qui me fait peur. Le jour où je vais peser sur Register, sur le site du Gaspésia, sur le 100 000, je vais avoir... je pense pas bien dormir cette nuit-là, puis c'est parfait, on aime ça se challenger comme ça. Mais pour l'instant, j'aime mieux l'explorer sous forme de course par étapes. Ça va être la préparation parfaite pour mon Vermont 100 km. Donc, on n'est pas du tout dans une espèce de reconnaissance de parcours ou d'essayer de simuler le parcours du Vermont 100. Le Vermont 100, c'est très roulant, plutôt sec, plutôt chaud. Le Gaspésia,
Gaspésia, ben c'est très technique par moment, souvent boueux, météo changeante, donc c'est pas des parcours qui se ressemblent pas en tout, mais il y avait pas ce désir-là dans ma préparation d'aller essayer de trouver quelque chose qui allait ressembler au Vermont-Sang, pas du tout. Moi, je suis vraiment là pour me mettre des kilomètres dans les pattes, puis rien de mieux qu'un gros week-end choc dans le cadre d'une course organisée au Gaspésia. Donc, c'est ça l'objectif. Puis j'aime partir avec cet objectif-là, dans le sens où j'ai un désir immense de traverser ces lignes d'arrivée-là. J'ai la motivation dans le piton de m'amuser, de vibrer avec la communauté, de découvrir, redécouvrir ces magnifiques sentiers-là, ce territoire-là qui est magnifique, mais le but, il y a aucun objectif d'heure dans tout ça. Le but, c'est vraiment de me loader les jambes avec 100 quelques kilomètres en 3 jours dans le cadre d'une course organisée. Le 12 kilomètres, c'est le fun de partir vite. Je pense que c'est assez roulant versus le reste du parcours, fait que c'est le temps de s'amuser puis de courir vite, mais vraiment, j'ai aucun chrono en tête et j'ai aucun objectif quelconque. Le but, c'est de s'amuser puis de pas se blesser. Donc, ça veut dire pas prendre de risques, puis vraiment juste triper et se loader les jambes, comme j'ai dit tantôt. Ça s'inscrit dans une espèce de semaine choc que je pourrais appeler. J'ai fait le trail de la clinique du coureur, le 30 km samedi passé, puis là, je fais le transpercé dans quelques jours. Donc, ça me fait un 4 dossard en 9 jours. Je trouve que c'est une belle façon de commencer la saison trail dans 2 événements que j'adore. Fait que c'est un peu ça le plan. Tester la nutrition, dans le sens où il n'y a rien de mieux que des longues sorties en Gaspésie de 5, 6, 7 heures pour tester. Sans avoir de cible quelconque de grammes de glucides par heure, là, je compte pas ça. Je le calcule, disons, organiquement, naturellement, en essayant de manger de manière régulière et en consommant des produits, principalement du NAC qui a tout ce qu'il faut pour bien me soutenir, plus la bouffe de ravito. Donc l'objectif est vraiment de bien manger. J'ai tendance des fois sur des longues distances à m'amener la faim part, puis je mange un peu moins. Ça m'est arrivé par le passé. Gaspésia, l'année où je l'ai fini, le 110, ça avait été une fois qui avait été rough côté nutrition. Je gère mieux depuis, j'ai appris, mais ça reste que je le sens que naturellement, ma consommation de bouffe diminue parce que je suis au feeling, puis j'aime pas calculer quoi que ce soit, puis j'ai pas des objectifs de chrono ou de performance qui font que j'ai besoin de ce nombre de grammes de glucides là par heure pour me soutenir dans mes grands objectifs. C'est vraiment plus de c'est le fun avancer, c'est le fun avoir des bonnes sensations, c'est le fun rouler quand on peut rouler, puis ça veut dire bien se nourrir. Fait que je sais ce que je vise environ comme consommation de produits à chaque heure, puis ça va être le temps de le tester, d'être certain à ma 5e, 6e heure, 7e heure sur l'épreuve de 57 km par exemple, mais de continuer à bien me nourrir. Puis non seulement c'est une façon de tester, parce qu'au Vermont-Sang, ça va être un genre de 12-13 heures, je sais pas, 14 heures, je vais pas regarder. Dans tous les cas, ça va être long, puis il va falloir manger de manière régulière. Fait que je veux tester ça au Gaspésia. Puis surtout, moi, je suis le genre à manger beaucoup dans les portions montantes. Hein. Tu sais, quand le rythme descend, quand on fait du power hiking, puis on monte une grosse montée, c'est là que je vais manger beaucoup parce que je trouve qu'on digère mieux à ce rythme-là. Puis rendu dans la descente, ben c'est passé, puis ça avance. Là, je le sais, je connais bien la boucle du 57 km que je vais faire une fois dans ce cas-ci. Je l'ai fait dans le cadre du 110. Et il y a des portions roulantes à travers les portions très techniques, mais là, c'est là que je vais essayer de manger. Par simple défi de voir, d'apprendre à mon corps à mieux digérer des bonnes quantités de bouffe quand il y a quand même un rythme de course qui est un peu plus rapide. Fait que je pars avec ça, mais c'est pas planifié dans ma course de à quand je vais tenter de le faire, puis je me mets pas un rappel sur mon cell qui va me popper pendant ma course. Hey, n'oublie pas de tester de manger dans les portions roulantes. Pas du tout. Je pars avec 3-4 trucs que je veux tester, puis j'ai 100 quelques beaux kilomètres gaspésiens pour tester tout ça. Fait que vous voyez que mon approche est très dans le plaisir, comme toujours. Mon approche est dans la découverte, mon approche est dans le fait de tester des choses, mais surtout de m'amuser. Il va y avoir beaucoup de monde sur le parcours. Puis l'avantage des allers-retours-allers de ce parcours-là et de ces multiples épreuves-là qui font des allers-retours, c'est qu'on croise du monde. C'est ça, c'est vraiment le fun. Donc, il y a des courses qui partent d'un sens, des courses qui partent de l'autre. Fait que tu passes ta journée à dire bonjour à du monde, puis à reconnaître des amis, puis à taper dans des mains. Puis ça, c'est vraiment très cool. Puis voilà, c'est un de mes coups de cœur du Gaspésia, c'est ce côté-là, aller, retour, aller, qui fait qu'on croise du monde tout le temps.
quand la nuit c'est tough, ça peut être le fun de croiser du monde. Je parle par expérience sur le 110 km. Fait que voilà, j'ai préparé mes sacs. On va être très loadé dans la voiture. Fait qu'au lieu d'avoir un gros sac rempli, je me suis fait plein de petits sacs, là, tu sais, toutes les courses qui te donnent un drop bag en genre de tissu. Je récupère tout ça, puis j'ai un drop bag par épreuve et aussi un drop bag pour mon drop bag que je vais avoir sur le 57 parce qu'il y a un point dans toute ma fin de semaine où ma blonde et ma mère et le petit vont venir me retrouver sur le parcours dans un ravito parce que je me permets sur la plus longue distance d'avoir peut-être un changement plus important de bas, d'espadrilles, de t-shirts si le besoin est là. Donc 5-6 sacs bien remplis qui s'étendent devant moi. On part avec ça puis on va voir ce que ça donne. Je traîne 3 paires d'espadrilles pour les 3 épreuves. On va toucher du bois. Ça a l'air que c'est assez sec. Il n'y a pas eu beaucoup de précipitations dans les derniers jours. Il n'y en annonce pas pendant la fin de semaine. Moi, l'année que j'ai fait le Gaspésia, c'était quelque chose, la quantité de boue. Là, ça a l'air c'est pas si pire. Peut-être que je vis dangereusement, peut-être pas, mais je me dis, je pars avec une paire d'espadrilles par épreuve. C'est quand même très bon, là. Fait que, à voir si je vais le regretter puis ça m'en aurait pris plus. Mais j'ai pas le feeling. Puis en même temps, quand t'es dans le bois, quand t'as déjà les pieds mouillés, puis quand tu sais que tu repars d'un ravito, puis tu vas quand même avoir les pieds mouillés, ça serait quoi de les changer? Moi, c'est mon souvenir du Gaspésia. Dans mon 110, j'avais changé d'espadrille une fois. Et 3 minutes et quart après, j'avais déjà les pieds mouillés parce que c'est un terrain qui est humide. On va jouer dans la mer, on va jouer dans la rivière Émeraude, on passe dans des sections que c'est inévitable de se mouiller les pieds. Fait que voilà, faut plutôt miser sur des bons bas puis sur une bonne gestion des ampoules s'il y en a. Fait que voilà, je pense que c'est tout pour cette longue introduction. Ce sera probablement la plus longue portion sonore d'une traite de cet épisode en balado-réalité. Je sais pas quand je vais vous reparler, mais voilà, on part sur une série de petits extraits qui vous amènent à l'intérieur de l'Ultra Trail Gaspésia 100, 10e édition. Ciao tout le monde! On va prendre trop de votre temps, vous êtes plusieurs en ligne. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y a des membres de l'équipe qui sont présentement à leur clavier pour répondre à vos questions. Sinon, là, après la rencontre, moi, Sébastien et Alex, on pourra aller répondre aux questions que les membres de l'équipe n'auront pas été en mesure de répondre. Alors, on en a, je l'espère, jusqu'à 20 heures maximum pour vous présenter de quoi sera fait l'Ultra Trail Gaspésia 100 2025. Aucune chance que ça dure avant 20 heures. Il y en a eu des marées depuis la première édition. De 65 participants, nous en sommes à 1300 cette année. Vous êtes plus de 600 qui allez courir sur les formules de transpercée, donc qui allez courir le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est assez incroyable. Puis sur nos parcours de 100 000, on a également le plus gros peloton des 10 années, avec tout près là, au-delà de 50 coureurs qui vont s'élancer sur le parcours de 100 000. Donc on espère avoir un très haut taux de finissants cette année, plus élevé que par les années passées. Elliot, où on s'en va? Au rocher percé? Il y a du cacao là-bas? Puis qui va faire une course au rocher percé? Elliot? Qui d'autre qui va faire une course au rocher percé? Papa, il va faire combien de courses? 2? Moi, je pense que c'est même 3. Tu montes-tu 3 avec ton doigt? Ouais. Puis toi, tu vas faire combien de courses? 1 course. 1. Est-ce que tu vas courir vite? Tu cours avec ta face? Fait qu'on est vendredi, midi 49. On vient de dîner, toute la famille ensemble, dans une petite table à pique-nique. Puis on se dirige tranquillement vers Percé pour aller chercher mon dossard, et prendre le bateau pour l'île Bonaventure. 8 heures de route avec ma blonde. Allô? Ma mère. Bonjour. Et Elliot. Allô. Donc, rendez-vous à Percé dans 31 minutes pour aller chercher le dossard et aller faire la première course. Yay! Quelle chanson on met, Elliot? La chanson à papy? Parfait, on fait ça.
Oui, well, oui. Solo. Vas-y, solo. Solo. Papa de la basse. Pendant que je joue de la basse. Là, tu fais le solo. On est vendredi à 15h15. On a failli manquer notre départ, Éric Lévesque et moi, parce qu'on est arrivé pile à bonne heure sur le quai, mais le bateau du TP100 qui traversait sur l'île Bonaventure était déjà parti. Il était full, on les comprend. De toute façon, c'est le Gaspésia, c'était à bonne franquette, fait que ils vont nous attendre pour le départ. On est une vingtaine ici. Et là, je suis témoin, en fait, en ce moment de quelque chose d'assez unique. Quand on dit que on peut sortir le gars de Matane, mais pas Matane du gars, Éric Lévesque sur le bateau, à 40 minutes de son départ pour un 12 km très rapide. Éric, qu'est-ce que tu manges? On mange un petit plat de crevettes. Il mange littéralement un petit plat de crevettes. En plus de goûter la mer, ça sent la mer sur le bateau, c'est parfait. L'expérience est complète. Éric, tu as déjà fait le 12 km sur l'île Bonaventure. Première fois que tu le fais dans le cadre du TP100. C'est quoi tes conseils pour nous aujourd'hui sur le 12 kg? C'est de profiter du avant et du après. Avec la vue sur le rocher, le soleil qui tombe, écoute, c'est le paysage est merveilleux. Puis je l'ai déjà dit à un moment donné, c'est une des plus belles courses au Québec, dans le sens que c'est la traversée, c'est la vue sur le rocher, les fous de bassin de l'autre côté, mais sinon c'est un sentier qui se roule très bien, donc on ouvre la machine. On ouvre la machine puis on profite de la magnifique journée. On va pas se jinxer, mais en ce moment, magnifique soleil, pas trop chaud, il doit faire 15 degrés, pas un nuage dans le ciel. C'est pas mal ce qu'il annonce pour le reste du week-end, donc du temps semi-chaud, frais, 14-15 degrés en pointe dans la journée et du soleil, fait que on n'est pas habitué à ça au Gaspésia. On va espérer que ça tienne comme ça, mais on va avoir bien du fun. Éric, amuse-toi, on va sûrement se reparler parce qu'on va courir, on va prendre des départs ensemble. Je sais pas si on va courir ensemble. On va prendre la sans-alcool ensemble aussi. On va prendre la sans-alcool ensemble après. Fait que bonne course, Éric, amuse-toi. Merci beaucoup. Vous me connaissez, j'ai déjà tout planifié la journée. Vendredi, c'est fait. Donc, samedi, 57 km. On a une copie de ça? Vous avez 3 copies. Fait que... Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, l'horaire, 4h30 départ du Campbell, ça va être 4h40. 5 heures de départ du TP100, 13 heures, heure approximative si tout va bien, mais j'ai du signal tout le long que je vais vous écrire. Les temps de passage, c'est les ravitaux. Dans le fond, il y a le départ que j'ai besoin de quelqu'un, fait que c'est toi qui viens nous reconduire, Éric et moi. Puis le ravito de l'Anse à Beaufils, qui est en pleine ville, c'est un petit peu après Percé. C'est un genre de restaurant, tu sais, t'étais venu, oui, là, c'est le stationnement. Tu voulais abandonner la Exact. En fait, je t'avais dit que j'allais abandonner là, puis j'étais reparti. Fait que j'ai mis l'adresse. L'heure approximative entre 8h45 et 9h45. Mais dans le fond, moi, avant l'Anse à Beaufils, je vais passer à Val d'Espoir, puis il va me rester 12 km assez rapide. Fait que ça me prendra pas 1 heure, mais ça me prendra pas 1h30. Fait que je pense que si on lance à Beaufils, si je vous dis que vous pourrez être là dans 1 heure, 1h05, on va être all good. Puis dans le fond, ce que j'ai besoin, c'est tout dans le sac qui est déjà dans le coffre. Tu sais, le sac de plastique. Vous pourriez quand même traîner ça. Là-dedans, je vais mettre du linge de rechange pour après la course. C'est toutes mes backups, là. Fait que mettons que soudainement, j'ai besoin de plus de plaster, j'ai besoin de... Mais demain, partons avec ça demain matin. Ouais, exact. Fait que tous les sacs seront déjà dans l'auto. Ça, je devrais pas en avoir besoin. Fait que récupérer bar gaufre, c'est dans le sac qui est dans l'auto. Okay. Boire un Red Bull. Ça, il est dans le frigidaire, fait que demain, pour y penser. À la limite, je pourrais en laisser un ici pour qu'on y pense, puis je prendrai un au fret ou... Juste pour que tu... S'il est chaud, c'est pas grave. Si vous êtes capable d'avoir la grosse gourde d'eau qui est déjà dans l'auto. Ouais. Mais tu sais, c'est un ravito, fait que je peux aussi me ravitailler dans le ravito pour remplir l'eau. Changer d'espadrille, changer de... Fait que, dans le fond, là-dedans, il y a des espadrilles de plus.
Puis tout le reste est dans le drop bag. Ah, qui est déjà dans l'auto, voyons. Mais ça, si tu l'utilises pas demain matin, on va le porter tout de suite. Ou mettons-le là. Oui, c'est ça. Oui, exact. Fait que là, tu sais, moi, dans le petit sac, j'ai ce que je dois récupérer. J'ai tout sauf les espadrilles qui vont être dans ça. OK. Fait que c'est juste ça à faire. Puis tu sais, rendu là, je vais pouvoir vous écrire aussi pour l'arrivée à peu près là. OK. Fait que si ça va bien. Puis à l'arrivée, on sait où aller te chercher, où t'arrives exactement. C'est exactement où on était tantôt. Là, ils vont monter une arche puis tout là. Fait que c'est ça le plan de match. Un ravito. Ça vous va? Oui. Un ravito après combien de kilomètres tu vas en fait rendu là environ? 30. C'est 30 après. On peut te traquer ou non? Je sais pas s'il y a un tracking. Mais tu sais, je vais pouvoir vous texter en temps réel, fait que je pense, là, je sais que le signal est pas pareil, parfait partout. Puis tu sais, honnêtement, si on manque le ravito, tout est correct. Tu sais, c'est vraiment pas un ravito essentiel qu'il faut que vous soyez là parce que j'ai besoin. Tu sais, moi je peux me ravitailler dans le ravito. Tu pourrais pas changer d'espadrille. Ben, je pense pas changer d'espadrille. C'est juste qu'ici, il y a des années que c'est tellement boiteux que j'aurais changé 4 fois d'espadrille pendant mon 100 km. Je pense que j'avais changé à 2 ou 3 reprises. Là, dans ce cas-ci, ça va être sec. Fait que, tu sais, si on manque le ravito, on s'en fout, là. C'est vraiment correct. Puis vous continuez votre journée dans le sens que... Il y a peu de chances qu'on manque non plus. Non, mais pas vraiment tard. Non, c'est ça. C'est juste que, mettons, que pour X raison, j'ai pas de signal. Parce que, me semble, je me rappelle, on a attendu Dom, l'année que je le crewais à Val d'Espoir, pendant 3 heures, puis il y avait aucun signal là. Mais je sais qu'entre Val d'Espoir puis Lance à Beaufils, je t'ai déjà texté pour te dire j'abandonne à Lance à Beaufils. Fait que tu l'avais eu à un moment donné. Fait que moi, limite, quand je vous ressors du signal, je vous écrirai pas juste je passe à Val d'Espoir. Je vous dirai je serai à Lance à Beaufils autour de 8h45. Okay. Fait que c'est vers 8h45 que t'estimes. Ouais. Puis c'est facile, c'est un parking d'un restaurant. Fait que on est vraiment en pleine ville, là. Fait puis que, mettons que t'es vraiment en avance. Ce sera une bonne raison de me manquer, là. Dans le sens que, mettons que ça va vraiment bien. Just too bad, là. Ça veut dire que c'est vraiment sec. Si on se manque, parce que je suis encore plus vite que mon heure la plus rapide estimée, c'est que c'est vraiment sec puis que ça va vraiment bien. Fait que j'ai pas besoin d'un coup. Et tu peux ralentir pour le lendemain aussi. Aussi. Ce qui va t'en rester le lendemain. Oui, exact. Mais je pense pas demain, je prends ça cool, là. J'ai aucun objectif de temps. Tu sais, je me suis mis des approximatifs. Puis je suis allé faire la recherche sur des gens que je connais qui l'ont déjà fait, qui ont à peu près un pace comme moi, pour vous donner des heures approximatives. Mais si c'était pas du crew puis d'un point de rencontre, je pense que je serais même pas allé voir les temps. Tu sais, moi je pars puis je le finis, là, c'est tout. Parfait. Fait que ça serait ça. Ça vous va? Oui, merci. La belle préparation. Ben oui. Dans le monde du trail, le Gaspésia à percé a plus de secrets pour personne. Juste en étant un auditeur régulier du podcast, vous m'avez assez entendu vous le vanter. Mais saviez-vous qu'Événement Gaspésia, l'organisation derrière la course, organise aussi l'Ultra Trail Forillon? C'est du 19 au 21 septembre prochain au cœur du magnifique territoire de la côte de Gaspé, avec une finale à couper le souffle dans ce qui est probablement l'un des plus beaux parcs nationaux au monde, le Parc national Forillon et son mythique Bout du Monde. L'événement reprend sensiblement les mêmes distances qui font la renommée du Gaspésia, donc des épreuves ultra de 55, 110 et 160 km, des épreuves trail allant de 1 à 45 km et les fameuses courses par étapes Transforillon 25, 50, 75 et 100 km. Si tu écoutes mon épisode Balado Réalité puis que tu te dis qu'il faut absolument que tu t'inscrives au Gaspésia, t'as pas besoin d'attendre 11 mois. Tu peux venir vivre une expérience gaspésienne dès le mois de septembre prochain. Visite le gaspésia.org pour plus d'infos. Juste une main d'applaudissement. 1, 2, 3. Merci. J'ai votre attention. Alors, bienvenue tout le monde à Bridgeville. Première présence d'un départ de l'Ultra Trail Gaspésia 100 sur le prestigieux pont de Bridgeville. Alors, les gens du Marathon de Montréal peuvent se rhabiller. Nous aussi, on fait des départs sur des ponts. Alors, bienvenue à Bridgeville, un voisin de l'un des... Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux ce matin, mais sachez, pour les amateurs d'ornithologie, s'il y en a, que c'est l'un des sites, des principaux sites au Canada pour l'observation d'oiseaux, de la faune ailée. Il n'y a pas d'autobus de touristes ce matin, mais habituellement en Gaspésie,
c'est là que ça se passe. Donc, les quelques oiseaux qui vont être là ce matin vont l'être pour vous. Le soleil y est également. Vous êtes ici sur ce parcours alternatif pour votre sécurité, puisque vous avez entendu les rumeurs. La marée, là-bas, est la plus haute de l'histoire de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Et comme Charles Saint-Louis est inscrit cette année, on s'est dit qu'on allait lui donner une chance. Alors, c'est la raison pour laquelle on part à sec cette année. Donc, le départ va être donné dans quelques minutes. Vous allez longer le Barachois jusqu'à la touffe d'arbres là-bas, où vous allez rencontrer vos premiers pin flags roses, qui, naturellement, vont vous inviter à goûter au plaisir de la plage, au plaisir de la Gaspésie. Ceux qui ont porté vos serviettes, ça va être le temps de l'étendre. Il fait beau. Mais relevez-vous rapidement, puisque vous êtes attendus à l'entrée du sentier là-bas. Même endroit que d'habitude pour les habitués, pour pénétrer dans la forêt. Justement, qui sont les habitués dans la place ce matin, qui sont ceux à leur 2e, 3e, 4e présence à main levée? Ouais, bienvenue les amis, bienvenue. Et qui sont les nouveaux membres de la famille Gaspésia ce matin? Bienvenue! Alors, il y a quand même quelques petites modifications. Là, il y a 2 autobus encore là-bas. Encore? Ouais. Ils sont perdus. Ils sont perdus? Ils sont au centre communautaire, puis... Hein? Ouais. Bon, on va mettre le mouvement. Je vais peut-être le remettre. Sébastien? Oui? Peux-tu aller là-bas? Les bus, on va les faire débarquer direct là. Puis on les fera tourner quand tout le monde va être parti. Parce qu'il ne faut pas marcher ce monde-là, on va partir à 7 h le matin. On prend ça, Yannick. Vas-y, redis-le. Je ne dirais pas la même chose. Départ dans 10, 9, 8, 7, on est rendu à 3, 2, 1, On est samedi, 6h15. Ça fait une cinquantaine de minutes qu'on est parti sur le 57 km. Vous l'avez entendu, hein, Jeff expliquait départ différent vu les marées. On l'en remercie parce que un matin c'était 2 degrés Celsius sur le départ. L'eau aurait été frette. Puis selon la table des marées, elle aurait été à la taille, si c'est pas plus. Finalement, il y a des portions qui ont changé ici aussi. Fait qu'on n'est pas passé par la rivière Émeraude. Fait que ça fait que je sais pas si le parcours va être plus long que 57. Je pense que oui. Mais on a déjà 12 kilos de fête. C'est allé très vite. On se laisse toujours emporter par la folie du début. Courir avec des gens que je sais beaucoup plus rapides que moi. Mais c'était le fun, on jasait, on le sentait pas. Fait que le 12 kilos d'hier qui était extrêmement rapide sur l'île Bonaventure et ce 12 kilos ce matin rapide, ben, le TP100 commence avec une vingtaine de kilos rapides. On va peut-être regretter ça dimanche, mais on est là pour ça. Triper et regretter. Dans le bon sens, là. J'ai été mêlé quand je vous ai parlé il y a 2 minutes. Le secteur qui était remplacé par le chemin de gravel roulant, c'est un sentier qui, dans mes souvenirs, était plat, mais très technique et lent. Mais là, j'ai des flashbacks d'il y a 3 ans quand j'ai fait... Il y a 4 ans, quand j'ai fait le 110 kilos. Et on est dans la portion qui nous amène tranquillement à mettre les 2 pieds dans la rivière Émeraude. Et pour vrai, c'est l'un des plus beaux bouts de trail au Québec. En tout cas, dans un événement, c'est magnifique. Tout le monde à qui je parlais hier, à l'île Bonaventure, après, tout le monde, ce qu'il va dire, c'est que le territoire ici est magnifique, puis le Gaspésia, Jeff Tapp et son équipe nous amènent à des places que on viendrait jamais autrement. On peut pas aller courir sur l'île Bonaventure avec un dossard comme ça. Je pense même qu'on peut pas aller à l'île Bonaventure courir, point. On nous amène à des places de fous. Rivière-Émeraude, le monde part de partout au Québec pour venir voir ça. Nous, on court les 2 pieds dedans, le sourire d'en face. Assez malade.
à date, mon expérience TP, bon, vous allez me dire, c'est tôt, là, t'as 25 kilos de fête sur 100. Je sais, mais qu'est-ce que c'est le fun. Peut-être quand plus tard je vais vous dire le contraire, je vais quand même me rappeler que c'est le fun, c'est magnifique, l'organisation A1, les gens sont en vacances ici, c'est peut-être ça la petite différence parfois que la Percé fait, que le Gaspésie a fait, c'est que les gens ici sont en vacances, partent de loin pour la plupart, ils sont avec leur famille, leurs amis, leurs enfants, leurs parents, puis tout le monde dans un mood familial, communautaire. On est là pour le trail, on est là pour la nature, puis on le vit à 100%. C'est magnifique. Ça, on parle plus tard. Finalement, on se mettait pas les pieds dans la rivière Emeraude. Il y avait le changement. Je suis tout mêlé. On l'a pas mis les pieds dedans, mais on l'a vu, puis elle est belle. Kilomètre 15, je pense que je suis dans un de mes moments préférés de trail quand tu sens tes jambes. Tu sais que t'es pas en train d'écouter la TV, là, tu sais. Tu sens que les jambes travaillent, mais moi, c'est un genre de point de zénitude souvent dans des courses 15e km. Je me ramasse toujours un peu tout seul, puis c'est silencieux avec la nature. J'ai des jambes pour avancer, j'ai des jambes pour courir, mais je sens que je fais un effort, une espèce de chaleur à grandeur des jambes. Prends un petit pace sympathique pour profiter. C'est que c'est le fun. Ma wannabe stratégie aujourd'hui, c'est de me garder des jambes pour la deuxième moitié. C'est facile de s'énerver sur le premier 30 kilos quand c'est sec. J'aurais pas dit ça il y a 4 ans, mais là, c'est sec, fait que ça roule. Je me rappelle quand le kilomètre 18 et 30, les chemins de gravel, on peut courir en masse, mais ça donne un petit break parce que tout le dénivelé concentré du kilomètre 30 quelques à la fin. Fait que ça prend des jambes pour en profiter, pour s'amuser. Fait que on pogne un pace confortable. On profite de la journée. C'est ma stratégie. Puis je compte bien la suivre. Oh, que c'est beau. On vient de sortir du bois. Immense jeu de mots qui n'était pas prévu. Non mais quel jeu de mots. On vient de sortir d'un sentier plus dense. Là, ça vient de s'ouvrir sur des belles grosses montagnes dans notre face. Genre de trail où tu verrais un orignal traverser parce que c'est une bonne voie de passage pour eux autres. C'est large. C'est roulant. Clairement, si un orignal passe à pas sortir du bois, entre roulant et technique, pour moi, il dirait roulant. Qu'est-ce que vous en pensez? Premier 40 minutes de course, j'ai jasé avec Anthony Fontaine. On a invité de l'épisode 222, je crois. Premier épisode de 2025. Notre maître des avalanches parlait de... Il revient d'un trip de 20 jours au Yukon. Il a fait l'ascension du Mont Logan à 5959 mètres. Honnêtement, j'aurais pu partir le micro, là. Ce 40 minutes-là, ça aurait fait un esti de bon épisode. Mais je garde ça pour moi. Je vais arrêter le seul auditeur de cet épisode-là. Et Anthony, un esti de bon Jack, qui est sur son 3e TP100 et qui vient de prendre la poudre d'escampette parce que il a des bonnes jambes. Je pense pas le revoir avant percer. Et voilà, on va passer ici. Ah, ça fait du bien. Une petite fille ouverte. Pas de danger de pogner un coup de chaleur aujourd'hui. Avec 2 anciennes invités du podcast. Daniel, comment ça va? Ça va correct, toi? Ça va, Anthony, ça va? Ça va très bien. Oh! Si. Presque très bien. Presque très bien. Tu me disais que toute ta préparation Gaspésia a été de l'acclimatation à l'altitude. Oui. Est-ce que tu recommandes aux gens qui vont faire la 11e édition du Gaspésia d'aller s'acclimater au Mont Logan? Bien, certainement, mais avec un peu plus de courses en amont, définitivement, pour préparer les jambes comme il faut. Parce que c'est pas le même genre d'impact.
ça c'est certain. C'est ça, hein? Oui, fait que j'ai sous-estimé cette préparation-là. Ouais, mais là, ça va être payant, cette histoire-là du Mont Logan, demain, là. Quand tout le monde va être toasté, toi, tu vas être reposé. Les globules rouges sont comme, Chris, c'est facile ici, il y a de l'air, il y a de l'oxygène. Et toi, Yann, comment ça va? Ah, super bien. Moi, je me suis dit aujourd'hui, faut se garder des jambes pour la deuxième moitié du parcours. Faut se garder des jambes pour demain. J'étais en mode garder des jambes, s'amuser, profiter du beau monde que je croise sur le sentier. On arrive à Val d'Espoir. On a Dania qui nous fait un update avec une radio AM. Ton AI coach. Ton AI coach. J'ai trouvé la fonction du mot-là, comment l'enlever. Non, avoue, c'est ChatGPT qui monitore ses kilométrages, ses dossons des plus, ses battements par minute, puis il s'adapte. C'est quand ça a l'air d'être tough. Fou, hein? Allez, Dania, avance. Tu es capable. Ça peut fonctionner. C'est ça le futur de l'intelligence artificielle. Oh, un motivateur, un coach de vie dans ton sel. Toi, Daniel, comment ça va? Ah, ça va. Je pense que l'énergie reste à la maison. Ah ouais, toi aussi, ok, un petit peu. Mais c'est correct, on pratique le mental. Hein? Ben oui. Puis là, je fais plein d'énergie en bonne compagnie. Fait. Et voilà. Belle course de préparation aussi, c'est ça qui se passe, le Gaspésia. Ah oui. C'est pas ici qu'il faut que tu piques, c'était au QMT 135. C'était pas hier? Il fallait piquer hier. Ouais, ça, on l'a tout fait. À 4h30 dans les escaliers, c'est là qu'il fallait piquer, c'est ça. À fond. Quand on arrive à Val d'Espoir, il devrait être kilomètre 18, mais on se disait que Dania, qu'aujourd'hui, on file plus sur un effort 60 parce que. Ouais, c'est ça, on arrive à 20. Chris, on a un demi-marathon de fête. Ah oui. Facile. Je pense que c'est l'heure du petit Pepsi, par contre. Là. Ah bon, on va se laisser sur un petit shot de Pepsi. À plus tard, gang. Yes, à plus tard. Le son du Gaspésia. Traitement de la peau par la boue, gratuit, inclus dans le prix. Ils ne disent pas sur le site là, que t'as ça gratuit. Ils devraient faire l'advertisement avec ça. Il y a du monde qui paye pour des traitements de boue comme ça. Là. Bon, fait que là, explique comment t'es installé. Je suis dans un parc d'enfants avec un vieux coton ouaté par-dessus les yeux pour me cacher du soleil. J'ai l'air d'un monsieur louche, mais j'ai les jambes dans les airs sur un banc de parc. Fait que c'est juste à percer dans le week-end du Gaspésia que tu fais ça puis que ça passe. Puis il n'y a pas la police qui vient te voir, oh, monsieur, ça va? C'est correct, le seul enfant dans le parc, c'est le tien. Ouais, c'est ça. L'enfant qui a couru beaucoup ce matin, tu disais, à Rivière-Émeraude. Oui, il a fait toute l'allée. À la course, puis... Tu disais en te tapant toutes les pin flags puis en te disant bravo? Ouais. Bravo, Richard! Pour ceux qui écoutent, Elliott, depuis la Hard Rock où il y avait des drapeaux à l'arrivée puis qu'on attendait Richard, maintenant, quand il voit des drapeaux, il crie « Bravo, Richard ». Fait que ça lui fait penser à cette légende qui est Richard. Et Guillaume aussi, c'est le banc de parc avec nous. Oui. Il y a Maudette. On a passé quoi, 3 heures ensemble? 4 heures? Moi, je dirais 4. Ouais, de Lance à Beaufils à ici. Tu m'as amené ici. Je suis pas sûr que je serais ici sans toi. Bon, je suis content de l'entendre. On a du fun. On a mis à jour nos vies depuis le temps. Ah ouais, hein? On s'est connus à Ricana 2019, sur le 65. Puis on s'est croisés ici, on a couru un peu. Mais je pense que notre histoire a quand même commencé ici. Ouais, c'est ça, c'est le 100K. Ouais. Sur ce fameux 100K. Ce 110 qui était rendu à 118 avec tout le temps qu'on avait perdu. Et là là. Pour finalement nous retrouver ici. Voilà, à souffrir un peu. Il est 3h50, dimanche matin. Lendemain de 57 km, surlendemain de 12 km. Étrangement, quand le cadran a sonné, j'avais pas le goût de me rendormir, j'avais le goût de me lever puis d'aller courir. Et les jambes sont pas trop maganées. Hier, bien sûr, après
57 km, j'ai mangé beaucoup. J'ai fait une élévation des jambes. Les jambes dans les airs, on a l'air intelligent. Mais je pense que ça a payé parce que ça a été un 57 km qui a très bien été, somme toute. Mais c'est une boucle de 57 km qui casse vraiment les jambes. Même sans la boîte que j'avais vécu dans le passé ici, ça casse les jambes pour plein de raisons. Quand ça monte, ça grimpe super à pic. Quand ça descend super à pic. Puis quand c'est plat, ben ça roule puis c'est très courable. Toutes des recettes pour se casser les jambes, mais étrangement ce matin, c'est pas trop magané. L'état des pieds, c'est peut-être le gros avantage d'avoir un parcours plus sec qu'à l'habitude en Gaspésie. Là, j'ai une pensée pour ceux qui ont fait le TP100 en 2021-2022. Là, c'est sûr que les pieds ont été mouillés dès le début, mais pas en continu, pas dans la grosse boîte. Fait que ça, c'était une de mes priorités, c'est d'avoir des beaux pieds encore le dimanche pour pas courir dans la souffrance sur des ampoules. Et c'est mission accomplie. Donc, ce matin, on donne tout ce qui reste. On vide la tank à zéro. Puis on s'amuse. Je vous reparle plus tard. Ciao. Moi, le matin avant une course, je suis quand même un gros fan de toast au beurre de pinot ou de tortilla roulée, banane, beurre de pinot. Puis, pour une raison obscure, je faisais les bagages. Puis j'ai mis de la confiture pour Elliot. Parce que ce temps-ci, c'est ça son trip. Mais j'ai pas amené de beurre de pinot. Fait que ça fait 2 matins que je me fais un tortilla, confiture et gaufre snack égrené. Est-ce que ça remplace le beurre de pinot? Je sais pas. Est-ce que c'est bon? Oui, quand même. Je recommande. 9 sur 10. Dimanche matin, 4h44, à 15 minutes du départ. Eric, comment tu te sens jour 3 du TP100? Écoute, un petit peu fatigué de partout, comme on dit, après 2 bonnes journées, dont celle d'hier. Donc, on se réveille doucement, puis on va se réveiller doucement pendant plusieurs kilomètres, j'ai l'impression. Je pense qu'aujourd'hui, elle va être dure sur le corps, mais j'ai regardé un peu le parcours hier soir, puis des fois, le sentiment de déjà vu, c'est le fun. D'autres fois, c'est plus tough. Des fois, mentalement, de refaire des portions similaires, c'est le fun, tu sais où tu t'en vas, mais en même temps, il y a une petite fatigue quand tu l'as fait la veille. Là, quasiment la majorité du parcours, je pense, 22 des 35 km, on les a déjà fait. Ça peut-tu t'affecter, toi? Non, mais en fait, on va prendre le positif. C'est qu'il y a quand même une douzaine, quinzaine de kilomètres qu'on n'a pas vu encore. Donc, faut voir toujours le positif de chaque situation, Yannick. C'est parfait, j'aime ça. Plein d'optimisme malgré les gens Mandalorie jour 3. C'est un objectif à matin? Écoute, comme plusieurs coureurs rencontrés hier, après la grosse journée, on disait, hey, demain, on prend ça mollo, là, on se met à l'arrière du pack. Fait que là, on se demandait s'il allait y avoir des gens à la ligne de départ. Tout le monde allait être 50 mètres derrière pour pouvoir prendre ça mollo. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est on jase, on court entre amis, puis on a du plaisir. Oui, puis on le sait qu'on part avec des gens du 35 km qui font le 35 km, qui font pas les 2 jours d'avant. On a vu une couple de personnes ici qu'on sait très rapide. Je pense hier, le pack est parti 100 miles et TP100 ensemble à des vitesses similaires parce que il y a une gang qui part avec des jambes un petit peu plus fatiguées parce qu'ils ont fait le 12 la veille, mais t'as du monde du 100 miles qui partent intelligemment, c'est-à-dire slow. Fait que ça se mélangeait bien. Là, pour moi, ça va partir très, très vite en avant. Puis je pense pas qu'il va y avoir grand monde du TP100 qui vont les suivre. Non, t'as bien raison, Yannick. Écoute, veux pas avec les 2 dernières courses. Puis on a quand même des forts candidats aussi sur le 35 là, individuel. Donc, je pense qu'on va les saluer, nos amis, au départ, puis on va leur dire « Attendez-nous à percer ». Ouais, c'est ça. Hier, on se disait « On va prendre ça slow ». Aujourd'hui, on s'est même permis une petite ovale au resto. T'es venu souper avec Elliot, ma mère et Jenny. T'as aimé l'expérience, la petite bière pré-3e étape? Oui, écoute, en ayant l'objectif d'avoir du plaisir aujourd'hui, on s'est dit débutons le plaisir hier soir. Voilà. Donc, à la vieille usine, là, à Lens-à-Beaufils. Donc, très, très, très beau spot pour se ravitailler pour le lendemain. Merci, Eric. Bonne course. Merci. 5h10. Bon matin tout le monde. Bienvenue dans le Barachois de Malbaie. De nouveau, pour les participants du Transpercé 100
qui mourrait d'envie de refaire le même parcours qu'hier sur la plage en double. Yeah! Et bienvenue aux participants du 35 km qui est ici avec des jambes fraîches ce matin pour profiter de ce super parcours. Alors bienvenue à tous. Parcours alternatif que nous avons créé suite aux pressions du ministère des Transports de ne pas traverser sur le pont d'une voie ferrée désaffectée depuis 12 ans. C'est dangereux et on pourrait se faire frapper par un train imaginaire qui pourrait revenir, si ça va bien, d'ici 2032. Bon matin et bienvenue. Ceci dit, ce parcours alternatif-là, c'est quand même pas de la piquette qu'on vous sert ce matin. C'est vraiment magnifique. Écoutez, pour ceux qui en sont à leur première visite, les gens du 35 km ici, sachez que c'est un des sites ornithologiques principaux de la Gaspésie du Québec. Généralement, là, en saison, c'est plusieurs autocars d'ornithologues qui viennent ici pour observer les oiseaux. Donc, c'est une zone conservée, protégée par Conservation de la Nature Canada. Donc, qui nous est ouverte ce matin. Donc, vous allez prendre le départ à l'intérieur du barrage-soie jusqu'au pont de la voie ferrée où on a mis des traditionnels fanions rouges que vous allez suivre pour faire le tour de la barre de sable et revenir de l'autre côté jusqu'aux toitures vertes du camp de base Gaspésie qui vont vous faire disparaître par la suite dans la montagne, dans les tout nouveaux sentiers de vélo de montagne de Percé 360, puis par la suite jusqu'à la face de Seiche qui est juste là. Vous pouvez la visualiser déjà. Vous voyez l'angle de la côte qui monte. C'est là qu'on s'en va. C'est votre premier défi. Départ dans moins de 10 secondes. 5, let's go! 3, 2, 1, c'est parti, mesdames et messieurs! Dimanche, 5h42, on a 5 km de fête. On est parti un petit peu plus tard. On court sur la plage. On voit le rocher percé. La seule différence, c'est qu'on s'y rend pas de manière linéaire, mais on s'en va emprunter à peu près tous les sommets qu'on voit devant nos yeux, juste un peu à droite du rocher percé. Donc on voit l'objectif, c'est cool, mais on voit aussi ce qui nous en sépare, ce qui est très cool aussi parce que ça a l'air magnifique. J'ai hâte de découvrir ce parcours de 35 qui a des kilomètres différents et des kilomètres similaires à hier. Il est tôt pour faire un état des jambes, mais à part les chevilles, un peu tête de courir encore une fois sur du sable un peu incertain. Les jambes sont bonnes. Bon, ça aide de courir le premier 4 km avec Benoît Gaillard. On a couru ça un pace un peu rapide, mais c'est correct. J'ai des bonnes jambes sur le plat. C'est ça que j'entraîne depuis des semaines, des mois. Pas tant le dénivelé, mais courir un peu plus vite sur le plat. On en profite quand c'est roulant. C'est le seul spécifique pour le Vermont qu'on va faire aujourd'hui. On va s'amuser. C'est la seule journée pour laquelle j'ai un cut-off ou un objectif de temps. Il faut que la course me prenne 5h45 maximum parce que à 11h, je vais voir le départ et la course d'Elliott. À suivre! Il est 7h50 dimanche. Il est 2h33 qu'on court. Je suis toujours pour Ravito commune qui est censé être le 18e kilo. Je pense qu'il va être un peu plus. Ça fait 2 heures que ce qui se spinne dans ma tête, c'est que je verrai pas la course d'Elliott à 11h. Ça me décrisse un peu. C'est pas nécessairement l'objectif du week-end, ça s'est rajouté à la fin, mais c'est l'objectif d'aujourd'hui en tout cas.
Je donne tout. Je cours tout ce que je peux courir. J'avance vraiment bien. Mieux qu'hier, je trouve, en énergie. Mais je pense que ça sera pas assez pour finir avant 11h. Il va falloir que je détourne le mindset un peu pour penser à autre chose puis décrocher de ça parce que j'aurais pas de fun les 3-4 heures de course qui me restent. En ce moment, c'est juste ça qui spin puis ça me fait vraiment chier. Je voulais être là. Il était là hier d'un ravito, il était là à l'arrivée. Puis moi, je serais pas là. Je sais qu'il y a pire que ça dans la vie. Des fois, on se raccroche à des petites victoires, des petits bonheurs pour avancer. Ça, c'était mon petit bonheur. Dimanche, 8h50. Je vais mieux que tantôt. J'apprends à accepter le fait que ça va être ça pour ce matin. Puis c'est la vie. On a la chance d'avoir du beau temps. Elia va avoir du beau temps pour sa course. Moi aussi j'en ai. On va profiter de ce qui reste. C'est drôle, je viens de me passer une réflexion sur ce jour 3, l'état des jambes. Étrangement, au départ, à part un peu les chevilles dans le sable qui se rappelaient des chevilles dans le sable d'hier, je sentais rien dans mes jambes. C'était vraiment comme si c'était jour 1 de la course, première heure de la course. Tu sais, ça fait longtemps quand même que je fais des ultras, là. Je comptais 25 ou 26 ultras dans les dernières années. Fait que je commence à me connaître mon corps, puis souvent, moi, dans ma tête, ce que je dois dire, c'est « Oh, j'ai mes jambes de 20e kilomètre qui arrivent. » C'est la première sensation de fatigue aux jambes. Les jambes de 30e kilo, les jambes de 40e. Tu sais, même une journée comme hier, j'étais pas mal là-dessus. Et avec le temps, j'ai appris aussi que sur du très long, souvent, la sensation de douleur, de fatigue des jambes, du 40e, moi, par expérience, ça a pas mal toffé jusqu'à la fin d'un 100 000. Ça se stabilise, fait que 0,20 kg, on sent pas les jambes. 20 à 30, bon, ça commence à augmenter. 40, c'est pas un genre de plateau. Ça, c'est mon expérience, là. À 40, c'est pas mal stable. Hier, ça m'a fait exactement ça. Et là, ce matin, bon, je sais pas à combien, là, j'approche Gargantua, fait que on va peut-être passer là à 28-30 kilos. Puis 0 à 15, j'avais mes jambes normales. Mais déjà à 15, j'avais mes jambes de 20 kilos, puis ça s'est accéléré. Là, j'ai mes jambes de 40e. Ce qui est bien correct. On est là pour ça. C'était prévisible que ça allait arriver sur une course par étape, mais le but de cet épisode-là, c'était de rentrer dans ma première course par étape, partager comment je le vis, puis peut-être donner le goût à certains, pas le goût à d'autres, des clés pour certains. Puis voilà, c'est mon constat jour 3. Les jambes de 20, 30, 40 s'accélèrent. On continue. Je viens de quitter Gargantua en mission pensant qu'il me restait un peu moins de 2 heures pour les 12 kilos que j'ai fait hier. Puis je sais que de Gargantua à la fin, c'est tough. Et là, on m'a dit que le 35 prenait un shortcut. Puis que il me restait 6 et non 12. Fait que, crise de bonnes nouvelles. Mais on ralentira pas le pace. Je viens de me claquer un gourou. On finit ça à fond la caisse. Que ce soit 6 ou 12, on accélère.
Quand on sent qu'on est au bout, ben, on accélère encore. Ciao! Tu sais, quand on dit que le mental fait toute la différence en trail, là, ça fait 2 heures que j'étais dans le dur. Vous m'avez entendu dans mon PD party. Je grindais, je serrais les dents, je courais les faux plombs montants, je me torchais dans un état négatif dans ma tête, puis ça faisait mal, mais j'étais motivé, j'avançais, mais c'était de la vitesse forcée, disons, puis c'était plus noir un peu dans ma tête, puis là, changement d'état complet. Je dois à la même vitesse que tantôt, courir les mêmes montées que tantôt, mais là, je suis dans un état de légèreté, de bonheur. Fait que voilà, j'apprends rien à personne ici, là. Pas coach de vie, moi, mais c'est ma réflexion du moment. 2,6 km avant la civilisation, selon la pancarte. On est sur le bitume de Percé. Ça veut dire qu'il reste moins de 2 km. Jeff Tapp, je sais que tu vas écouter ça. Je le sais que tu trouvais que ma comparaison de la fin de la CCC avec la fin du Gaspésia était boiteuse et probablement teintée de mon manque de sommeil fin CCC. Je te jure, c'est pareil. Tu finis, tu descends, tu vois au loin ta ligne d'arrivée, tu finis que 2 km d'asphalte, puis Chamonix, ben, a pas le plus beau Christ de rocher percé au monde. Fait que, voilà. On va finir ça en vitesse. Le fait d'avoir eu peur de manquer mon gars à 11 heures, fait que j'ai couru vite, puis probablement faire mon meilleur 35 km à vie. On finit ça avec un peu de plage, parce que why not? Le rocher, la ligne d'arrivée. L'animateur de pas sorti du bois qui s'apprête à approcher la ligne d'arrivée. Il passe son petit ensauvagement pour apprécier. On peut applaudir évidemment le choc pour le Covid Trail. On peut applaudir Yannick Bézina pour le ski passe la ligne d'arrivée. Sur le TP100, bravo Yannick. On a fini. Yannick Bézina qui termine cette dernière épreuve Yannick en 4 heures et 20. J'ai tellement eu peur de te manquer, mon chaton. Suivi de Jean-Raphaël Lemieux sur le TP25. Tu prépares ta gosse? C'est ça? Oh là là! Quoi? Rocher percé. Oui, on va courir au rocher percé. Tape là-dedans, mon chaton. Papa, il a terminé sa course. Maintenant, c'est la course d'Eliott! Merci. On va aller voir maman. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'imagine s'ils s'entraînaient. Hey, maman. T'as jamais vu ça, hein? 1h30 plus vite que prévu. Quel idiot. J'étais tellement en tabarnak, là. Ça a permis de te motiver. Je pleurais, j'étais en esti, là. C'est vrai. Il y a un peu de fatigue là-dedans. Non. Ah non, mais j'étais fâché de manquer sa course, là. Ouais. J'ai couru fâché pendant 2 heures. Ton tabarnak était bien senti. Mais finalement, il a fallu que tu fasses plus que ce que tu aurais fait normalement dans certaines montées. J'imagine que tu as poussé. Oh, j'ai poussé, mais ça fait que je fais un excellent résultat, là. Ouais. 38 kilos en 4h20, bravo. j'aurais jamais fait ça de ma vie, hein. Hey, bonne fête des pères! Merci. Tu vas être là pour la course de ton bébé? Oui. Regarde, bébé, papa, il y a une médaille. Toi, tantôt, après ta course, tu vas t'avoir une médaille? Ben oui. Tu vas avoir une médaille, toi aussi? Et regarde, Eliott, il a 10. Ah! T'as le numéro 10? Regarde, papa aussi, il y a un 10 dans son chiffre. C'était-tu le fun? Ouais, c'était le fun. La plage, là, ça a été destructeur, là. Le premier 2 kilos de plage, j'étais bien. Puis à un moment donné, c'était rendu mou, là, pendant 5-6 km de mou. Papa, il parle. Puis
Après, j'ai couru avec Eric pendant un bon 2 heures, ce qui n'est pas une bonne chose pour ma vitesse. Jeff Tapp, on est dimanche 11h31, on est sur une espèce de passerelle. Tu m'as dit que c'est ton coin secret avec vue sur, de un, le Rocher Percé, mais ton village, le village Gaspésia. Comment qu'on se sent après ce marathon, cet ultra-marathon-là que toi tu vis comme organisateur? Ben c'est drôle, tu viens de le dire, c'est justement ça que j'avais en tête. Je me disais que Percé, en fin de semaine, ça s'appelle pas Percé, ça s'appelle Gaspésia. Clairement. Parce que ben la population de Percé, tu sais, il y a 500 personnes qui vivent dans le village. au cœur là. T'en as 500 dans ton village Gaspésia. Oui, c'est ça. Ça fait que là, on a 1400 coureurs, probablement autant d'accompagnateurs. Ça fait que le maire de Percé... Je me sens comme le maire de Percé. Le maire Gaspésia ce week-end. Alors, ben comment je me sens? Ben je suis vraiment rempli de gratitude. Comme je l'ai expliqué hors d'onde avant, je me sens super privilégié de vivre ça, de le faire vivre à ma Gaspésie. Parce que quand on a commencé à organiser les événements à Gaspésia, évidemment, là, tu sais, moi, l'événement qui m'inspirait, on a commencé en vélo, puis l'événement qui m'inspirait, c'était la Sea Otter Classic. Ça, c'est en Californie. C'est un giga rendez-vous multicyclisme aux États-Unis. Puis moi, quand j'ai créé le festival Boîte et Bitume, c'est ça que je voulais faire, mais à Gaspé. Ah oui. Avec un budget de 2500 $. Au fil des ans, ben, on a migré dans différentes disciplines. Puis l'objectif a tout le temps été de faire rayonner la Gaspésie, d'en faire parler positivement, de faire découvrir à des gens. Puis au nombre d'essais qui se sont levés aux lignes de départ quand je demandais qui étaient ceux qui en étaient à leur première visite, ben je pense que c'est mission accomplie. Puis avec le nombre de personnes comme toi qui reviennent année après année, alors que je m'attendais de créer un événement de bucket list, ben là, j'ai l'impression d'avoir ce sentiment encore plus d'avoir accompli envers ma communauté. Alors, je me sens bien. Écoute, tu es la personne qui a gagné la vieille branche à la dernière Racine d'or pour l'ambassadeur, mais je sais pas si Percé a ses Racines d'or ou ses prix, mais je parlais à ma mère tantôt, j'ai expliqué c'était qui Jeff Tapp, c'était quoi l'histoire, puis je disais, tu sais, c'est un gars qui s'était fait dire toute sa jeunesse. Je me rappelle, tu m'as confié ça dans un des épisodes où t'es passé, que toute sa jeunesse, il se faisait dire sortez d'ici, là, sortez de la Gaspésie, il n'y a rien à faire ici. Puis plusieurs années plus tard, t'es ici, la famille est installée ici. Vous êtes plusieurs jeunes entrepreneurs. Je te constate encore comme un jeune entrepreneur. Ben oui, je suis jeune encore certain. Mais, je suis une fausse vieille branche. Ben oui, c'est ça. Mais c'est juste qu'on a une jeune communauté de trail. Voilà. Mais c'est beau de voir la vitalité ici. Tu le disais aussi, hein, tu pensais que ça allait être un événement bucket list, on vient une fois à Percé puis on repart, mais la recette, je trouve, du TP, il y en a plein de monde qui reviennent sur d'autres distances, mais le TP est parfait pour ça parce que tant qu'à faire 16 heures aller-retour d'auto, aussi bien courir 3 fois, faire une demi-journée de bénévolat à travers ça, puis on a un week-end rempli. Fait que je pense que tu peux être extrêmement fier. Gaspésia, c'était la 10e édition. Oui. T'as-tu encore du gaz pour un autre 10 ans? Oui, on a encore du gaz pour un autre 10 ans, parce que justement, je pense que c'est une vieille branche que ça. C'est ça, une jeune branche. Il reste encore beaucoup d'essence dans le bidon. Est-ce que les prochains Gaspésia 100 vont avoir exactement la même formule que ce qu'on connaît présentement? Je ne sais pas. On veut débriefer. En toute transparence, je trouve que notre parcours principal de 54 km est moins beau que la première édition. Okay. Je trouve qu'il s'est altéré avec les années, avec les différents changements qui se sont produits, les droits de passage qui ont été perdus par la ville de Percé, les coupes à blanc qui ont été faites, ainsi de suite. Ouais. Donc, je trouve que notre parcours principal est moins intéressant qu'il l'était quand on a lancé. Alors, c'est sûr qu'on va se mettre à la table à dessin pour se redonner des parcours vraiment comme je souhaite qu'il soit. Puis tu sais, comme pour les auditeurs qui sont pas encore venus, je veux rassurer, le gros du beau, il est toujours là, puis il va toujours être là. C'est le Géoparc mondial UNESCO. Moi, c'est la première fois que je vis ce parcours-là au sec. Aussi, j'en parlais avec d'autres mondes comme moi qui avaient déjà fait les éditions bouetteuses et il casse autant les jambes d'une façon différente. Ouais. Quand il grimpe en face de singe. Quand il descend en face de singe. Puis quand il est plat, il est challengeant, il faut courir. Ouais. Puis moi, j'ai un gros coup de cœur pour la portion qu'on a faite ce matin dans ton coin, en arrière du camp de base. Ça s'appelle la Crevette Rose. Oui, ça s'appelle la Crevette Rose. Le secteur de mountain bike, mais même après, là, on monte une méchante face de singe. Dans notre domaine, Percé 360. Ouais, c'est cool, hein? Pour vrai, cette portion-là, j'ai adoré. Oui, c'est magnifique, effectivement. Le beau potentiel là. Oui, ça, vois-tu, j'ai événement
événements Gaspésien, on a un chantier présentement sur ces terres-là qui sont sur une dizaine de terrains de propriétaires de nos voisins à Coin-du-Banc. Puis on est en train d'aménager des sentiers de vélo de montagne. On a un premier, 5 km, qui va ouvrir à la Saint-Jean-Baptiste, puis le chantier se poursuit jusqu'à l'automne. Donc, probablement qu'à l'automne, on va avoir un 10 à 15 km de sentiers tout frais de vélo de montagne. C'est assez chouette. Mais oui, c'est ça, il y a encore plein de beaux. Tu sais, moi, je cours beaucoup, je roule beaucoup en arrière ici. Il y a encore plein de belles histoires à raconter dans la forêt ici. Tu sais, je parlais hier dans le haut pays de Val d'Espoir, puis il y a des villages qui ont été fermés dans les années 70 à travers les opérations Dignité. Puis bon, toutes les fermetures de villages dans l'Est du Québec. Et il y a des belles histoires à raconter là-bas. On est allé jouer là, juste dans notre 150 miles des 60 heures de laine. Oui, puis les gens ont parlé de ça, les villages fantômes, là. Oui, c'est ça, où les athlètes ont baptisé ce coin-là, Val Désespoir. Alors non, il y a encore plein de belles histoires à raconter. Il y a juste... La plage ici, on ne l'exploite pas du tout. Puis il y a quelque chose à faire. Alors, on va sûrement remanier plein de parcours. Parce que, tu sais, même si on essaie d'avoir des parcours qui se ressemblent d'une année à l'autre pour maintenir un livre des records de parcours, en 10 ans, tu sais, il y a trop eu de modifications pour que les records puissent être vraiment homologués. Ben, tu sais, Jeff, l'UTMB qui est la plus grande affaire mondiale, le sommet mondial du trail, a un parcours altéré chaque année, puis les records du parcours sont discutables. Fait que je pense qu'entre elles, ça vaut même pas la peine d'essayer de se casser la tête avec ça. Là. C'est ça. On fait juste s'amuser avec ça, mais ça nous permet de raconter des belles histoires parce que ce week-end, il y a des records de parcours qui ont tombé, puis pas juste à peu près. Oui, c'était quelque chose. Alors, ça va être... fait que ça va de plus en plus vite. Les athlètes sont de plus en plus jeunes. Ouais. On a un finissant sur le 100 mètres de 19 ans cette année. Il l'a fait? Oui. Je voyais qu'il était en route vers moi, le de ce qu'on m'a dit, là. c'est que c'est rendu sur les 5 km, les 15 km. On a des enfants d'âge scolaire là, qui sont sur les 15 km. Wow. Des adolescents qu'on retrouve jusqu'à sur du sub-ultra. C'est vraiment extraordinaire. Puis beaucoup de Gaspésiens. Aujourd'hui, on a un premier Gaspésien qui a complété le 100 mètres. Ah oui, c'est la première fois en 10 ans. Donc, évidemment, là, les événements Gaspésia, l'Ultra Trail Gaspésia semble a amené beaucoup de Gaspésiens vers le trail running. C'est ça, il y a plein de gens là, de Gaspé-Percé. L'objectif aussi, je suppose. Hein? Ben oui, c'est un mini-village Percé. La première année, il y avait un inscrit avec une adresse de Percé. C'est malade. Cette année, ils sont 25 sur les 500 habitants du centre-ville. Alors, c'est incroyable. Puis, du côté de Gaspé, il y a peut-être 200 personnes de Gaspé qui sont venues courir. Ça fait que on fait courir les Gaspésiens. Oui, c'est ça. Ça fait que je suis content de voir ma communauté qui embarque dans la danse. Puis, des gens qui ont gagné des dossards à la soirée du Festival de films de Banff. Qui se sont dit, on va y aller, on a un dossard, puis qui sont venus me voir, qui m'ont dit, là, on est donc bien désolé d'avoir attendu 10 ans, tu sais. On revient, tu sais, puis là, j'aurais dit, on le fait à Forillon aussi. On dit, là, on va être là, tu sais. Alors, on le fait l'hiver aussi, là, on va être là, tu sais. Alors, non, c'est pas mal de fun. Très, très privilégié de vivre tout ça. Vraiment une belle fin de semaine qu'on a vécue. Avant qu'on se laisse, je sais que t'es un homme occupé, puis c'est pas fini encore, hein, mais y a-t-il une anecdote du week-end qui vaut la peine d'être mentionnée en fin d'épisode comme ça? Parmi tout ce que vous vivez, là? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je peux peut-être souligner une frousse qu'on a eue ce matin. T'sais, ce matin, j'ai eu une poussée d'adrénaline, comme ça faisait plusieurs années que j'en avais eu, parce que on a perdu une coureuse sur le parcours à la hauteur du Mont-Joli. Okay. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Mont-Joli, sur toutes les photos touristiques de Percé, on voit le rocher, puis on voit une magnifique maison blanche avec les toits rouges sur un promontoire tout près du rocher Percé. C'est la Villa Frédéric James. Et nous, on fait sortir les athlètes à l'Anse du Nord. On passe sur la plage, on les fait remonter sur la Grande Terre, puis on passe devant cette magnifique maison-là. Mais la personne, l'athlète en question du 15 km, elle a manqué les fanions qui la sortaient de la plage et elle a continué sur la plage vers le Mont-Joli à l'arrière. Sauf qu'on avait une marée haute ce matin. Ouais. Et puis moi, je voulais la rejoindre parce qu'on la voyait, on était assis aux 3 sœurs, puis on voyait qu'elle s'enlisait. Alors on est sauté dans le camion, on s'est rendu au Mont-Joli, espérant arriver au Mont-Joli avant qu'elle fasse le tour. Ouais. Mais son tour était déjà fait. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait 4 pieds d'eau au bout. Oh shit! Donc, elle est passée. Là, je fais comme, oh my God, il faut la trouver. Donc là, je suis remonté en haut. J'ai regardé, je la voyais pas. Là, je fais comme, oh, là, j'ai besoin d'aide. J'ai appelé la gang de la sécurité. Ils sont venus m'aider. Elle est revenue, elle est passée 2 fois dans l'eau jusqu'aux aisselles.
parce qu'elle s'est bien rendue compte que ça passait de moins en moins puisqu'elle avançait. Elle avait vu des images de la plage des pêcheurs il y a une couple d'années, puis elle se disait, ça doit être normal. C'est exactement ça qu'elle nous a dit. Elle m'a dit, j'ai des amis qui sont venus l'année passée, puis ils m'ont dit qu'ils se sont mouillés les pieds. Ouais. Alors, je pensais que c'était là, mais j'ai dit, écoute... C'est au kilomètre 1, pas au kilomètre 159, ou je sais pas sur quelle distance c'était. C'est sur les ultras, je dis, pour les 15 km, il y a des enfants. Sur le 15? Oui, elle est sur le 15. C'est une frousse il y a pas si longtemps, là. Oui. Oh, wow. Alors, bref, tu sais, on dit souvent, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, mais là, elle avait retenu que c'était normal de faire du swimrun. Elle n'était pas impressionnée, elle, là. Alors, ça a été l'histoire qui nous a donné une solide frousse ce matin parce que j'avais pas le goût de ressortir les Zodiacs ce matin. Non, c'est ça, hein? Pour faire un sauvetage tout près du Rocher Percé aux yeux de tout le monde qui nous regarde. Ben oui, c'est ça. Alors, on s'est épargné ça ce matin. Bon. Je dirais que c'est l'anecdote majeure de mon dimanche matin. Merci, Jeff. Merci d'accueillir la famille, comme tu le dis souvent, pour une 10e année ici. On a eu beaucoup de fun. On est allé, même ma blonde, ma mère et moi, au camp de base avec le petit, puis on a trippé. Ton camp de base qui est ton autre bébé. Ouais, on a une expérience gaspésienne parfaite, encore une fois. Un gros merci, mon ami. Vraiment, merci. Merci encore pour tout ce que tu fais pour la communauté de trail, Yannick. Merci à toi. De retour à Québec, de retour dans mon sous-sol, dans mon petit studio maison pour clore cet épisode de balado-réalité, en fait, sur mon premier Transpercé 100, ma première course par étape que je vous ai amenée en balado-réalité. Je vous ai amené avec moi à l'intérieur de ma course, puis ça fait quelques jours qu'on est parti de percer, ça fait quelques jours que le Gaspésia est terminé au moment où j'enregistre ceci, puis même si physiquement je suis plus à percer, même si physiquement on a quitté la Gaspésie, ma tête est encore là-bas, mon cœur est encore là-bas, puis ça sonne super cliché, je le sais, puis je m'en cache même pas. Chaque fois que j'ai un petit moment de quiétude à travers la vie qui est chargée, c'est intense au travail, c'est intense dans la routine avec le petit, dans la vie avec le petit qui déplace de l'air. Chaque fois qu'il y a un petit moment de quiétude, chaque fois que c'est tranquille, on dirait que mon cerveau naturellement repart en Gaspésie, repense à ce que j'ai vécu là-bas. Puis je suis content d'avoir attendu avant d'enregistrer cette conclusion-là parce que j'ai une petite distance, une petite perspective sur ce qu'on a pu vivre là-bas. Je dis on a pu vivre parce que je vous ai amené dans ma balado-réalité, je vous ai amené dans mon Transpercé 100, mais c'est beaucoup plus qu'une simple course par étape que j'ai vécu là-bas. C'est pas la première fois que je vais au Gaspésia, puis c'est pas la première fois que je vis un gros trip de trail. C'est un gros trip communautaire, puis je pense que l'aspect transpercé, le fait de prendre 3 départs consécutifs en 3 jours, de les prendre aux côtés des mêmes personnes, ça l'amène encore plus ce côté communautaire-là. Notre sport est fondamentalement, profondément communautaire, puis c'est ce qui est tellement le fun du trail. Je pense que c'est ce qui fait que les gens découvrent le trail et n'y repartent jamais, vraiment. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui repartent, mais moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de monde, quand ils découvrent ce sport-là, ils s'accrochent puis ils restent. Puis une course par étape, on le vit encore plus intensément. C'est les mêmes visages qu'on voit sur la ligne de départ et c'est les mêmes regards de on le sait ce qu'on a vécu hier, on le sait ce qu'on a vécu avant hier, on le sait ce qu'on a vécu ce matin quand le cadran sonnait à 3h30 pour la 3e course en 3 jours. Puis c'est juste du beau, c'est juste du fun. Puis on a eu beaucoup de fun sur les sentiers. J'ai pas couru beaucoup de kilomètres seul sur l'entièreté de mon Transpercé. Puis ça c'est assez malade. Tu sais, sur des courses parfois de longue distance, j'ai souvent raconté, je me retrouve tout le temps tout seul. Parce que, je sais pas, je suis clairement moins vite que l'avant du pack, mais je pense que naturellement, quand ça va bien, je suis un petit peu en avant du mid-pack, où il y a une masse un peu plus forte dans le mid-pack. Puis je me ramasse toujours dans cette espèce de no man's land-là, où il y a clairement des gens en avant de moi qui sont 1 heure, 2 heures, 3 heures d'avance. Puis clairement des gens en arrière à 5-10 minutes, que je croise peut-être dans les ravitaux, mais... Bref, j'ai toujours l'impression de me ramasser tout seul après 2-3 heures de course. Là, c'est pas arrivé. La plus longue sortie, le 2e jour, je l'ai couru quasiment en entièreté avec des amis, dont les 30 derniers kilomètres, je crois, 25 derniers kilomètres avec Guillaume Audette. C'était bien le fun. Puis après ça, le premier jour, 12 km, 13 km, ça se fait que du monde sans arrêt. On est mélangé avec d'autres distances aussi. Il y a des gens qui sont là pour le TP 75, il y a des gens qui sont là pour le 13 km de l'île Bonaventure, qui sont pas dans une course TP. Même chose pour le dimanche. On est à travers les gens du 35. C'était même drôle d'avoir partagé quelques kilomètres avec des coureurs du 100 000 le samedi, avec qui on prenait le départ le matin même. Donc, nous, on était sur notre seule boucle de 57-9 km du jour, mais eux étaient sur leur première de 3. Puis, le lendemain,
sur le 35, à un moment donné, après une vingtaine de kilomètres, on rattrape, en fait, on regagne la boucle naturelle du Gaspésia, la boucle classique du Gaspésia, le C dont Jean-François Tappe parle souvent. On le rattrape sur le dernier 10 km, on rembarque dedans, puis j'ai recroisé des coureurs avec qui j'avais joué un peu au yo-yo la veille, quand eux, c'était leur première boucle de 3. Moi, c'était ma deuxième journée. Clairement, oui, un TP, ça rentre dans les jambes, hein, mais c'est pas du niveau de s'enchaîner le 100 000 du Gaspésia puis de faire un aller-retour aller. C'était beau de les revoir 24 heures plus tard, encore là, avancé. La différence entre eux et moi, c'est que moi, j'avais eu le temps d'aller faire une petite sieste en après-midi, de manger au resto avec Eric, ma mère, ma blonde, mon petit gars, faire une nuit de sommeil courte, mais quand même une nuit de sommeil dans un lit, dans le silence, dans le noir. Et de me lever, de remanger, d'aller aux toilettes et de repartir. Eux avaient juste été en continu. C'est complètement fou. Fait que c'est une belle expérience communautaire de revoir le même monde puis de triper pendant 3, 4, 5 jours. C'est ça le Gaspésien. Je pense qu'une des recettes de cet événement-là, qui était peut-être un défi quand ils ont commencé en se disant « Hey, on est loin, le monde va-tu venir nous voir? » C'est sûr que c'est une course qui aura probablement jamais 4000 coureurs comme d'autres dans des grands centres comme on peut vivre dans la région de Québec. Mais c'est plus de 1000 coureurs qui étaient là encore cette année. Et là, c'est plus de 1000 coureurs avec souvent leur famille, leurs amis, leur crew, leur gang. Et c'est ce qui fait que le Gaspésia est spécial, c'est que les gens se déplacent en gang pour plusieurs jours. Dans des courses, dans des grands centres, bon, on peut attirer beaucoup de monde, mais on retourne coucher à la maison pour ceux et celles qui viennent du coin. Là, dans ce cas-ci, pas grand monde qui retourne coucher à la maison. Là, on s'entend, on est à Percé. Il y a des gens, il y a beaucoup d'anglophones qui doivent venir, je crois, des Maritimes, du nord-est américain. Beaucoup de gens de l'ouest du Québec. Puis quand on est en Gaspésie, l'ouest, c'est tout le reste du Québec. Puis tout le monde est là pour une période un peu plus longue. Un peu en mode camp de vacances. Percé, je pense qu'on est juste avant la vraie grosse période touristique. On est encore dans les classes, hein, l'école n'est pas terminée ici. Donc, c'est beaucoup des gens qui sont là pour la course. Je sais pas c'est quoi les chiffres exacts de retombées touristiques du Gaspésia, mais mettons que, je sais pas le chiffre exact, peut-être 1400 coureurs qui ont participé. Ben, c'est probablement plus du double de ces gens-là qui sont là aussi pour la course, donc des bénévoles, mais des familles, des crews, des amis, des conjoints, des conjointes. Ça fait une méchante gang de tripeux, de trails qui sont là. Puis, un autre succès, je crois, du Gaspésia, c'est de s'étendre sur 3 jours. Donc, si toi, tu t'en vas faire le crew pour ton ami qui court le 100 km, ben, lui, il part le samedi matin, puis il rentre samedi soir tard, dimanche dans la nuit. Et toi, tant qu'avoir fait la route pour aller y remplir ses gourdes, puis donner des pommes, puis des melons d'eau, ben, des pommes. On mange pas de pommes dans le trail. Pour aller donner des melons d'eau, mettons, allons-y comme ça, ou des bananes, ou des barnacs, peu importe. Ben, tant qu'avoir fait la route, tu peux courir le vendredi soir sur l'île Bonaventure, tu peux courir une distance du dimanche. C'est ça la beauté, je trouve, aussi, de se déplacer en Gaspésie. Puis Jeff, il l'a dit dans l'entrevue, il pensait qu'il allait être une course bucket list, que les gens allaient mettre ça sur leur calendrier une fois dans leur vie, puis de se dire, OK, dans tout ce que je vais accomplir en trail au Québec, je vais aller une fois m'amuser à Percé, vivre cette course-là. Mais c'est des gens qui reviennent, puis j'ai couru avec beaucoup de monde dans les derniers jours, puis la majorité n'en était pas à leur premier Gaspésia. Ils revenaient. Donc c'est ça la beauté, ce que Jeff Tappe et son équipe font. C'est exceptionnel. Jeff parle toujours du broche à foin de luxe. C'est zéro broche à foin. Je pense qu'historiquement, peut-être que il y a eu du broche à foin. Jeff a des excellentes anecdotes des 10 dernières années du Gaspésia, mais je vous confirme qu'il n'y a pas grand-chose broche à foin. Il n'y a rien qui tient que de la broche au Gaspésia. C'est un événement qui est rodé au quart de tour. Jeff a une équipe aussi autour de lui qui est exceptionnelle. Là où on vit un petit peu le broche à foin, moi, je trouve que ça fait partie de l'aventure. Le samedi matin, vous l'avez entendu dans l'extrait, Jeff est en train de faire son speech et sur le bord de donner le départ pile à l'heure. Hein, on part à 5h le matin, il est 5h01, puis on s'en va prendre le départ de cette deuxième journée-là pour ceux sur le TP et de ce 100 000-là. Puis on est beaucoup de monde sur le quai, là, l'endroit où on est, près du Barachois. Puis Jeff fait son speech. Puis, à un moment donné, Sébastien Dion s'approche de lui puis lui dit « Hey, Jeff, il manque 2 bus. » C'est ça, un peu le petit côté que peut-être Jeff met encore sous le couvert du broche à foin parce que
c'est un événement qui a beaucoup de distance, que parfois on part 5 minutes en retard sur l'heure, mais on s'en fout dessus, on s'entend, on est là pour 4 jours à 8 heures de la maison, 5 minutes ça fait pas de différence, mais c'est ça la beauté aussi, c'est que c'est une belle grande équipe, je pense que Jeff s'entoure de gens qui, comme lui, sont extrêmement rigoureux sur la sécurité, sur le balisage, sur le fait d'organiser un événement, mais il s'entoure aussi de gens qui ont la même vibe que lui, c'est-à-dire on fait quand même ben juste une course. Quand même qu'à part 5 minutes en retard, il n'y a pas mort d'homme. C'est ce que j'aime aussi de cette approche-là. C'est ce qui fait que, attention, préparez vos shooters, c'est Roots. Vous le savez, hein, je suis un grand défenseur des courses Roots, puis c'est ça qui fait la beauté du Gaspésia, puis nos événements gaspésiens de trail en général, puis nos événements en général, quand je pense à l'Ultra Trail des Chic-Chocs, quand je pense au Forillon que j'ai pas vécu mais que j'ai entendu parler énormément, quand je pense à l'Ultra Trail Fjord du Saguenay, quand je pense à ce genre de grands événements-là, des événements qui attirent des milliers de coureurs, c'est très roots, c'est très axé sur la communauté, c'est intimement lié à la communauté qui est présente aussi. C'est des courses qui sont des expériences uniques au monde. Peu importe qui viendrait débarquer avec ses grands sabots au Québec pour acheter des courses ou pour en démarrer des nouvelles, je dis ça par hasard, mais pourront jamais créer une expérience gaspésienne comme ce que Jeff fait, parce que non seulement Jeff a le territoire pour créer une expérience gaspésienne qui est unique au Québec et au monde, mais c'est créé par des Gaspésiens, des gens du coin. Jeff, ses collaborateurs, les gens qui ont des terrains privés sur lesquels on passe pendant la course, ben c'est des gens qu'il connaît, c'est ses voisins. Il est intimement lié à sa communauté, puis c'est ce qui fait le succès de ça, puis c'est ce qui fait le succès des courses dont je vous ai parlé un peu plus tôt, les Chic-Chocs, le Fjord du Saguenay. C'est des courses qui sont au cœur de leur communauté, puis qui offrent une expérience au-delà même régionale, parce que l'UTFS offre une expérience typiquement Lens-Saint-Jean, Petit-Saguenay, tout ça, mais c'est les gens qui contribuent à ça aussi. C'est pas juste de faire une course dans un endroit, c'est aussi de la faire avec les gens de l'endroit. Puis ça, c'est le succès de ces événements-là qui me font beaucoup triper. Puis il y a du beau dans ces événements-là, dans leur présence dans notre environnement trail, dans notre communauté trail. Il y a du beau dans le fait qu'il y a autant de monde qui trippe à les faire. Ça me donne ça me donne vraiment confiance en la pérennité de ces événements-là quand je vois la quantité de monde qui s'y rendent pour vivre ces expériences-là. C'est magnifique. Je pourrais continuer comme ça puis faire un épisode complet juste sur ma conclusion et ce que j'ai appris de cette course-là, mais je me suis structuré un peu, je me suis pris quelques notes des choses que je voulais vraiment parler. La première chose, mon premier constat, c'est que cette boucle-là du Gaspésia, le C de 57 km, qui en a fait un peu plus samedi car on avait un changement sur le départ. Bref, c'était un peu plus long, mais plus rapide parce qu'on faisait pas la section dans la marée haute. Ce C-là, ce parcours-là, détruit les jambes. Je l'ai fait en 2021 quand je faisais le 100 km et que c'était très boueux. Je me rappelle avoir été démoli du corps de faire ça. Puis maudit, quand il est sec, quand il est roulant, il démolit tout autant. Puis ça, c'est spécial. Quand c'est rapide, on court. Ça fait mal aux jambes quand tu cours longtemps sur du plat ou sur une section qui est pas nécessairement extrêmement montagneuse. Quand c'est roulant, ça rentre dans les jambes. Quand c'est technique, ça rentre dans les jambes. Puis quand ça monte puis ça descend, c'est quelque chose, le Gaspésia. Hein? C'est pas des petites montées, c'est pas des petites descentes, c'est du vertical. C'est vraiment, vraiment trippant. Il y a aussi des belles histoires qui se sont passées ce week-end, puis j'ai envie de vous en raconter quelques-unes. C'est dans le désordre, il n'y a pas d'ordre particulier, puis il y en a clairement d'autres qui se sont passées aussi. J'ai pas encore eu l'occasion d'écouter l'épisode du Gaspésia de mon ami Marie-Ève de Tout Trail, mais j'ai eu vent qu'il y avait des belles histoires aussi là-dedans. Donc ensemble, on a essayé de récolter plein d'affaires, je pense, puis moi, je vais vous parler de celles qui ont attiré mon attention dans le courant du week-end. D'abord, Béatrice Gourdon, une coureuse qui est en train de faire un projet immense de 100 marathons en un an. Puis un de ces marathons, je sais pas si elle compte pour 2, c'était de participer au Gaspésia 80, qui fait 85 km. Donc ça compte pour 2 marathons, Béatrice. Je sais pas si c'est dans tes plans de le compter pour 2. Bref,
mettait le party avec sa gang sur le parcours. Il était déguisé, c'était coloré. Il était sur le 85, donc nous sur le TP100, on les rattrapait à un moment donné dans le parcours. Puis il mettait le party, c'était beau à voir. Puis je les ai revus un peu plus tard à leur turnaround quand ils arrivent au camp de base de Coin-du-Banc, qui est le moment où je pense qu'ils arrivent là à 57 km, puis ils repartent sur une boucle. Mais je les ai croisés là aussi, puis ils étaient dans le ravito, puis c'était le party, c'était beau à voir. C'était une belle gang qui mettait des sourires d'en face de tout le monde qui ont croisé sur le parcours. Donc s'il y en a qui les ont croisés, qui étaient dans le dur, je suis certain que ça les aidait à sortir du trou, sortir du mur dans lequel ils se dirigeaient. Donc félicitations Béatrice pour ta course et à toute ta gang qui était là avec toi. Autre histoire, Kelsey Hogan, qu'on connaît aussi parce qu'elle a été la double championne du QMT 100 000. C'est une fille qui a déjà remporté le Gaspésia 100 000, en fait, est devenue la première finisseuse de ce Gaspésia 100 000 en 2019. Elle avait été suivie par Anne Bouchard et Hélène Dumais cette même année-là sur le podium, mais Kelsey a encore et toujours le record du parcours sur le 160 km du Gaspésia. Elle a aussi le record du parcours du 110 km. Et là, elle est devenue la première femme à passer sous la barre des 6 heures sur le 55 km et elle a bien sûr établi aussi un record du parcours. Donc en ce moment, elle détient les records du parcours du 100 000, du 110 km et du 55 km. En fait, je dis qu'elle détient le record sur ces 3 parcours-là, mais c'est plus en ce moment parce que son record du 110 a été aussi battu dans le courant de la fin de semaine et c'est l'œuvre de Corinne Lemay-Godette qui a remporté le 110 km. Mais attention, première au scratch. Donc, elle a terminé devant le premier homme. Donc, immense performance de Corinne Lemay-Godette. On la félicite. Autre histoire vraiment le fun. Vous le savez, hein, le 100 000 du Gaspésia a un taux de finisher assez bas. C'est le 100 000 le plus difficile à compléter au Québec. Et cette année, beaucoup de finisseurs, dont 3 nouvelles femmes qui s'ajoutent à la longue liste de 4 femmes qui l'avaient déjà terminé. Donc, Julie Berthiaume l'a remporté sur le 100 miles et est devenue la 5e femme de l'histoire à compléter cette course brutale, mythique qui est le Gaspésia 100 000. Et Véronique Chrétien et Anne Lemat entrent aussi dans la légende des femmes qui finissent le 100 000. Donc maintenant, elles sont au nombre de 7. C'est magnifique. Anne Lemat, vous le savez, c'est une ancienne invitée du podcast qui, en 2021, était passée vraiment tout près de le finir. Donc c'est mission accomplie. Elle boucle la boucle quelques années plus tard. On félicite Anne, Véronique et Julie. Parlant de records qui sont passés sur le 100 000, c'est pas tant un record de vitesse plus qu'un record d'âge parce que il y a 2 finishers du Gaspésia 100 000 qui ont 19 ans. Complètement fou. Ça va être des noms à surveiller parce que quand t'as 19 ans, tu peux compléter un 100 000. On dirait que sky's the limit. Puis en même temps, les gars, vous n'êtes pas obligés d'aller plus loin que ça. T'sais, c'est beau 100 000. Si vous voulez faire plus, faites-le, mais c'est le fun aussi aller un peu plus vite, moins longtemps. Je dis ça, je dis rien. Justin Lemieux, Jean-Thomas Desrosiers, félicitations les gars. Les 2 plus jeunes finishers du 100 miles à Gaspésia. Je sais pas lequel est né le plus tard des 2, mais celui-là détient le record du plus jeune. L'autre est vraiment pas loin derrière. Donc 2 gars de 19 ans qui ont complété ce 100 000-là. C'est vraiment très cool. Parlant du 100 000, mais là, pas la même épreuve, parce qu'on le sait, le Gaspésia est probablement devenu la première course de l'histoire du trail à avoir 2 épreuves de 100 000 au sein du même événement. Il y avait un 100 000 spécial 10 ans pour les finishers du 100 000 classique au cours des 10 dernières années. Et c'est Yannick Bernard qui est le détenteur du record du parcours sur le 100 000 régulier qui a remporté celui des 10 ans. Il a couru longtemps avec Thomas Duhamel qui était sur l'épisode spécial Gaspésia 100 000, qui est une légende en Gaspésie. Mais Yannick Bernard l'a remporté. On se rappelle que ce parcours-là de 100 000 était un aller-retour sur la boucle de 85 km. Cette boucle-là de 85 km était en fait l'enchaînement du 57 et du 35. Beaucoup de chiffres que je vous pitch, mais c'est comme ça que Jeff Tapp fait le succès de son Gaspésia en ayant autant de distance. On s'entend, c'est pas tous des parcours différents. On emprunte des parcours similaires d'une course à l'autre. Donc, je sais pas, faudrait demander à Yannick s'il a trouvé plus dur mentalement de faire un aller-retour sur la boucle de 57 km du Gaspésia ou de faire, comment je pourrais bien dire ça? Un aller de 57, un retour de 35, un retour de 35 encore et un autre aller de 57. Ou un aller-retour du 85. Voilà. Ceux qui, comme moi, sont mêlés avec les chiffres, je viens de vous mêler encore plus. Je vous rassure, je lisais ces chiffres-là pour arriver à mes fins. Bref, tout ça pour dire, je m'écarte, ça va pas bien. Yannick, félicitations. Et la dernière histoire que j'avais envie de vous partager, c'est celle d'Elisa Morin, la coureuse franco-québécoise que vous connaissez très bien, qui l'année passée avait tout éclaté au défi des couleurs au championnat canadien de course en montagne.
Elle était sur le TP50, donc sur le transpercé 50 km, et elle a terminé première au scratch aux 3 épreuves. Donc, bien sûr, elle remporte le TP50, mais elle est arrivée première au classement général le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Immense dominance d'Elisa qui est en excellente forme, donc on la félicite. Donc voilà, c'était l'histoire que je voulais vous parler avant de conclure finalement cet épisode. De mon côté, le transpercé, ça a été une expérience vraiment tripante comme coureur. Je le faisais pour faire l'événement, pour participer au 10e anniversaire du Gaspésia. C'était important pour moi. Je voulais être là. Je voulais le vivre aussi avec ma blonde, le petit, avec ma mère. Elliot qui a complété son premier 1,8 km. C'était complètement malade. Il y a eu du fun du début à la fin à taper sur les petits drapeaux. Mais ce que je peux dire sur le transpercé, c'est que c'est parfait pour se préparer à un autre événement. C'est parfait pour être un défi en soi. Je pense que la course par étape gagne en popularité. Il y avait plus de 600 personnes sur les formats par étape de Jeff. Ça peut être un objectif A extrêmement ambitieux et challengeant, mais ça peut être aussi une préparation de début de saison vraiment, vraiment le fun parce que on s'entend quand on se prépare pour faire une course de 100 km, ben, de se faire un week-end de 100 km en 3 étapes, c'est un méchant gros challenge. Puis le Gaspésia vous offre ça en mode tout inclus, hein. Faire un 3 étapes, 100 km à la maison, ça fait beaucoup de boucles où il faut revenir, il faut se ravitailler d'un dépanneur, il faut aller se cacher des sacs de bouffe, il faut demander à des amis de venir nous porter du ravitaillement quelque part, parce qu'à un moment donné, il y a des longues sorties puis on peut pas passer avec tout sur notre dos. Le format TP est vraiment trippant pour ça. J'ai réussi à respecter ma volonté de ne pas me pousser dans mes derniers retranchements, mais de seulement me challenger, de maintenir un pace qui me challenge, d'avancer, d'essayer de courir les portions roulantes du début à la fin. Les faux plats montants, c'était ça mon gros objectif avec cet enchaînement-là de Trail de la Clinique du coureur et Gaspésia. Chaque fois qu'il y a un faux plat montant, courir, parce que je le sais que là où je m'en vais au Vermont, il y en aura beaucoup des faux plats montants qui sont courables, mais difficiles à courir. C'était mon objectif. J'ai eu du fun là-dessus. J'ai eu du fun au Gaspésia et je me suis challengé physiquement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Petit fait cocasse que j'ai appris à mes dépens, peut-être que c'est pas tout le monde qui le vit comme ça, mais le mardi, en revenant de la Gaspésie, post 3 étapes, j'ai senti en mettant mes pantalons que j'étais plus serré que d'habitude. Je me suis dit, peut-être que je fais de la rétention d'eau. Tu sais, je sais que c'est quelque chose qui arrive en trail. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'en faire un petit peu après des courses, mais là, j'étais allé me peser pour le fun parce que je sais à peu près combien je pèse tout le temps. Puis, j'étais 7-8 livres au-dessus. Je fais, c'est pas juste de la petite rétention d'eau, ça, mon ami. Fait que je suis allé lire là-dessus et j'ai consulté mon ami Jean-Philippe Blais qui est passé sur le podcast à 2 reprises, un médecin qui n'est pas spécialiste peut-être en rétention d'eau, mais qui est un médecin qui a plus d'expertise que Google. Mais blague à part, je l'ai consulté, j'ai aussi lu certains articles sur le sujet et ça serait vraiment normal, encore plus dans le cas d'une course par étape, parce que en faisant 3 étapes, on entre 3 fois dans le cycle d'agression-récupération, dans le sens où le 12 km le vendredi, ben on pousse, on casse de la fibre, on roule fort, ben on entre dans une première phase de récupération. Le lendemain, on fait un ultra de 59 km, bien sûr, on entre en récupération, mais le lendemain matin, on repart en agression, 35 km, et on récupère. Ce cycle-là, chez certains, pourrait mener à une rétention d'eau qui s'accumule au fil des jours, puis je pense que c'est ça qui est arrivé, parce que je me sentais vraiment comme ça, un peu gonflé, je sais pas si c'est le bon terme, puis comme de fait, 2 jours plus tard, il n'y a plus aucun signe de ça, puis j'ai pu ces 8 livres d'eau-là, mais je trouvais ça impressionnant, le 8 livres quand même. Je savais pas qu'en termes de rétention d'eau, en quantité d'eau, on pouvait se rendre à autant de poids quand même, c'est beaucoup, 8 livres, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, j'ai consulté Jean-Philippe vite sur le site, s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, qui sont peut-être même des experts en rétention d'eau, écrivez-moi, mais c'est la chose qui m'a le plus surprise dans tout ça, que je m'y attendais pas. Je m'attendais à être raqué, je m'attendais à être challengé par ces 3 étapes-là, mais je m'attendais pas à la rétention d'eau. Donc voilà, un apprentissage de plus qu'on met dans le coffre à outils. Fait que tout ça pour dire que j'ai une expérience 100% positive sur le Gaspésia. Mon plus beau moment du week-end demeure la course avec mon gars. Vous l'avez entendu, ça me fâchait le dimanche quand je pensais ne pas être capable d'être là, j'étais fâché après moi, de m'en être trop mis, d'avoir essayé de rentrer tout ça dans le même week-end. Je m'en voulais de pas être assez rapide pour me rendre. Finalement, j'étais vraiment correct d'un temps. Puis après consultation, il y a d'autres coureurs qui ont pensé ça aussi. Je pense que sur le site, il y avait une petite erreur sur la table des kilométrages du 35. En tout cas, on est plusieurs à avoir pensé qu'on arrivait au Gargantua puis qu'il nous en restait 12 kilos. Il en restait 6 pour tout le monde. Ça a fait qu'on est arrivé en masse à temps pour
le petit kilomètre des enfants, le défi des Moussaillons, puis maudit que c'était le fun. Donc, merci à Jeff Tapp qui accueille la visite avec sa gang d'une manière toujours aussi exceptionnelle. Mettez le Gaspésia à votre agenda l'an prochain, l'année suivante, mettez ça pour toujours. C'est malade ce qu'on vit à Percé, puis c'est certain que je vais y retourner. Certain. Comme d'habitude, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire principal du podcast. Merci à Noctem, à Mox et à Café Charlevoix, mes 3 partenaires liquides du podcast. Merci à David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.